à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui en live avec des invités exceptionnels pour terminer cette semaine d'un monde de jeu, puisque nous avons Cédric Millet juste à ma gauche. Bonjour Cédric. Bonjour Martin, comment vas-tu? Ça va plutôt pas mal, je suis très content de terminer cette semaine avec toi, mais pas que. Avec toi, puisque il y a un invité surprise. Regardez, attention, hop, je laisse là le suspense. Et hop, nous avons Bernard Philippon qui est assis ici, au bout de la table. Pas Charles Amir. Oui, Rachel nous dit, mais il n'y a pas Charles Amir, qu'est-ce qui se passe? Je demande une chorégraphie. Et non, le micro marche pas. Pas bien grimé, on se rend compte que je ne suis pas Charles Amir? Non, c'est pas Charles Amir. J'avais pas allumé les micros, mais vous entendez maintenant. Vous pouvez redire bonjour. Alors bonjour. Bonjour Martin. Mais d'un peu trop loin. On est ravis de t'accueillir pour la première fois au chalet, Bernard. Et oui, Martin, je suis ravi d'être également au chalet, enfin. Ah oui. Il a révisé, on a l'impression qu'il récite un petit texte qu'il a écrit à l'avance. On recevra de nouveau Charles Amir, mais pas ce matin, effectivement, vous êtes partagés. C'est mieux, nous dit Pierrot. Alors, je ne sais pas si c'était pas le micro qui est mieux, mais bon, je le prends pour les personnes. On va vous parler de jeux de société ce matin. On a fait une semaine spéciale gros jeux, si vous avez regardé ces lives en direct, tous les matins de 8h à 9h, puisqu'on a enchaîné les présentations de jeux un peu volumineux, par la taille de la boîte, un peu complexe, par le niveau de jeu qui est à l'intérieur, pas si complexe que ça en fait, et ça ne sera pas forcément le cas du jeu qu'on vous... Ouh là là, je bafouille. Bah dis donc. Mais ouais, c'est le matin. Le jeu qu'on vous présente aujourd'hui n'est pas si complexe que ça dans les règles prises séparément, mais il y en a quelques-unes, parce que hier on a quand même eu une explication qui a duré... 50 minutes. 50 minutes, tout va bien. Voilà. Normal pour un petit jeu expert. On vous parle de Thésaurus aujourd'hui, qui est pas du tout là, qui est posé là sur le côté. Ici, hop, je range le Edora qu'on a présenté la fois dernière, qui est à l'envers, dis donc. Hein. Ah bah oui, pardon. Ouais. Ça sera mieux dans le bon sens. Voilà. Thésaurus, c'est le nouveau jeu de Cédric Millet, ça paraît chez Super Meeple. C'est un jeu qui a une longue histoire, on vous la raconte ce matin en live. Et roulement de tambour, il va se passer des trucs parce qu'on va faire une partie. Et on s'est proposé de la faire en live aussi. Donc après cette émission, on fera une petite pause, on boira un café, on discutera tout ça, et on installera le jeu surtout. Et après, hop, ce matin, on se lance dans la partie de Thésaurus. Vous aurez les 50 minutes de règles. Bref, pour ceux qui nous regardent depuis leur bureau au travail, ils vont pas beaucoup bosser ce matin. Journée exceptionnelle. Voilà, c'est ça. C'est pas tout, parce que ce soir, roulement de tambour, on réenchaîne et on fait une émission avec Jube et Jérôme qui font leur rentrée aussi, qui reviennent au chalet. Donc voilà, grosse journée. On parlera de gros jeux parce que c'est la semaine spéciale. C'est la grosse journée aujourd'hui. Mais pour vous, évidemment, énormément de plaisir. Il y a plein de thèmes qu'on va aborder. On va vous parler de Thésaurus, effectivement. On va parler de ton actu, Cédric. On va parler des nouveautés de Super Meeple. Il y en a quelques-unes qui paraissent sur cette fin d'année. Quelques-unes. On terminera avec la minute culturelle. Donc, on vous parlera d'autres choses également à la fin de cette émission, comme on le fait tous les jours maintenant. Mais on commence par Thésaurus. Qu'est-ce que c'est que cette grosse boîte ? C'est peut-être à toi de commencer quand même. Cédric, ça fait... Alors on te connaît bien Cédric pour Behind notamment, qui a remporté, paraît-il, un As d'or l'année dernière. Oui, on a l'habitude de le voir. On te connaît pour d'autres jeux. Alors moi j'ai beaucoup apprécié notamment le Meeple Circus. J'adore ce jeu, j'avais un petit faible. T'en as fait quelques autres. Et Thésaurus, il date un peu en fait. Oui, alors mon premier jeu publié, c'est effectivement Meeple Circus, c'était en 2017, mais mon premier prototype, c'est Thésaurus. Thésaurus, c'est le premier proto. C'est la première fois que tu te déplaçais chez un éditeur avec un jeu. Oui, alors ça a été un peu plus compliqué que ça, enfin pas compliqué, mais un peu plus long. Hein. Donc à l'origine, moi j'ai découvert les jeux modernes en 2009, et par les colons de Catane. Et puis avec un groupe d'amis, on s'est mis à faire une soirée par semaine, et avec une appétence particulière pour les gros jeux de l'époque. Donc on suivait en particulier les What's Your Game, les Histary, et puis des auteurs comme Wallace, Feld, etc. Et donc j'ai eu, au bout de 2-3 ans, envie de créer. Et j'ai commencé, logiquement, par un gros jeu. Donc j'avais fait un premier proto, mon inspiration de départ, c'était un serious game, entre guillemets, même si on n'appelait pas ça comme ça à l'époque, pendant mes études. Ouais. En fait, un jeu d'entreprise, donc on était par groupe de 4 étudiants, on gérait une petite entreprise, et on était tous concurrents dans le même marché. Et donc, tous les trimestres virtuels, on devait rendre une feuille de décision sur nos décisions pour l'entreprise, de production, de publicité, etc., de positionnement tarifaire, et puis il y avait un animateur qui compilait tous ces résultats,
et qui faisait tourner ça dans un petit logiciel et qui donnait le résultat des courses, combien on avait vendu de produits, etc. Bref, c'était un jeu destiné à nous faire appréhender la comptabilité, la gestion et ce genre de choses. Et finalement, on s'était tous à l'époque éclatés là-dessus. Et donc ça a été le point de départ de l'idée de Tesoros. Je me suis dit ce serait rigolo, parce que j'avais pas vu que ça existait. Donc là on est en 2012, d'avoir un jeu où on gère une petite entreprise avec ses différents aspects. Alors j'ai une petite entreprise originale, parce que, alors moi merci pour ça, j'ai envie d'avoir des thèmes qui changent d'habitude, et là c'est un thème qui change d'habitude. Vous ne vous retrouvez pas dans une entreprise d'industrie, parce que très souvent les jeux de société c'est dans l'industrie. Vous ne vous retrouvez pas non plus en antiquité, très souvent. Vous avez des jeux dans l'antiquité chez Super Meeple? Bon, ma foi, des Mexica, des oui, Tikal, oui. des Amun-Re. C'est de l'antiquité qui nous emmène dans d'autres contrées, donc c'est agréable aussi de changer de lieu. Mais là, cette fois-ci, on est au bord de la mer et on va partir en expédition. On est des chercheurs de trésors. Oui, absolument. Au départ, j'avais fait un tout premier jet de prototype qui ressemblait plus à un tableur Excel, avec de la production plus classique, etc. Puis je me suis dit, finalement, c'est assez pénible. C'est beaucoup trop long, etc. Donc j'ai eu l'idée de ce thème de chasse au trésor qui me semblait beaucoup plus fun. Et donc j'ai décliné, c'était le point de départ, hein, le point de départ était la thématique, et puis donc j'ai mis en place un premier prototype. Ouais. Alors, tu veux qu'on le montre, hein, ça, tu me lances des perches, n'hésite pas à me dire si j'oublie des trucs, parce qu'il y a plein d'images qu'on a sur le contenu qu'on va vous montrer. On va regarder ce premier prototype, alors c'est lequel? C'est celui du haut, c'est la première image. C'est ça, première image. Hop, je vous montre aussi, parce que Cédric nous a préparé des petites images qu'on va pouvoir vous montrer en même temps. Ça, c'était le premier prototype qui a donc 7 ans, non, plus que ça. Alors, il y a plus que ça, puisque cette version-là que vous voyez à l'écran en ce moment, c'est celle que j'ai présentée du coup au concours du CNJ de Boulogne. En 2013 du coup. Ouais. Et parce que t'as fait quelques fois le concours du CNJ, puisque tu l'as gagné avec Behind. Tout à fait. Puzzle Rêve plus précisément. Puzzle Rêve à l'époque. Donc là, j'ai pas gagné, mais dans ma démarche, c'était de me dire voilà, c'est ma première création, donc je veux voir s'il y a un peu d'intérêt. Donc je voulais la confronter à quelque part un jury, à des testeurs, etc. Et donc j'avais eu un débrief, donc j'ai passé la première étape, donc le concours de créateurs de Boulogne, il y a plusieurs étapes. Hein. La première, on envoie notre règle. Ouais, donc il y a une première présélection par règle. Voilà. Là, je ne sais pas combien de jeux sont sélectionnés, peut-être alors, sur les 110 ou 120 jeux candidats, il y en a 30 en général qui sont sélectionnés. Après, le jury se réunit. Alors, le jury, non, c'est pas le jury, c'est un groupe d'experts. C'est un groupe d'experts qui sont des habitués de la ludothèque de Boulogne-Billancourt qui se réunit pendant un petit moment. En fait, ils font plusieurs sessions et ils jouent à tous ces 30 jeux. Ils demandent un prototype et ils vont en sélectionner 8, si je ne me trompe pas. 8 ou 10 10, il y a 10 finalistes. Il y a 10 finalistes, oui. Et 4 primés parmi les 10 finalistes. Donc moi, ce jeu-là, il avait franchi la première étape. Et à l'époque, c'était particulièrement intéressant de franchir cette première étape parce qu'on avait des retours des testeurs formalisés par écrit. Puis c'est plus le cas aujourd'hui? Alors, on peut avoir des retours, mais à l'oral. Ouais. Donc, parce que je pense que c'était quelque chose qui était très consommateur de temps, hein, écrire des retours pour 30 prototypes. D'ailleurs, on en parle, mais c'est ce week-end, hein, le concours de Boulogne-Billancourt. Voilà. Donc, Créa Game, ils en font un petit événement derrière, mais le concours a lieu séparément. J'ai pas regardé qui était dans le jury, j'ai pas fait gaffe. J'avoue que d'habitude, je regarde toujours avec beaucoup d'intérêt parce qu'on a quelques personnalités du monde ludique qui se réunissent, qui ont le droit de participer à le jury à chaque fois, et c'est un peu la fête en fait. Hein, pour eux, c'est passionnant à faire. J'ai eu la chance de le faire 3 fois le jury, et c'est vraiment c'est chouette. Tu es immergé dans un domaine, tu penses plus à rien. Bien sûr. Tu laisses ton téléphone au placard et le plaisir de découvrir des jeux qui seront publiés souvent parce qu'il y en a pas mal parmi les finalistes qui ont eu droit à leur édition. On a parlé évidemment de Behind, mais il y en a d'autres. Hein. Et donc d'ailleurs ce week-end on sera avec l'équipe KIF parisienne à Créa Games, hein, donc le samedi et le dimanche. Et je crois qu'il y a aussi Patricia Chalmel qui sera là le dimanche. Patricia, Oui, okay. oui, parce que. Oui, non, mais je me rappelle de blague. Ouais. Ça rigole bien dans l'équipe. Tu y seras, toi, Bernard? Mais écoute, je ne sais pas encore, mais je vais tout faire pour y être. Par contre, je ne sais pas encore si j'y serai demain, samedi ou dimanche. Ah, c'est demain, samedi, c'est vrai. Que... Oui, voilà. Déjà, il va falloir que je reparte du chalet, hein, donc voilà. Et quelques kilomètres m'en séparent actuellement de Boulogne. Oui, non, mais ça se fait, hein. C'est bon, on n'est pas sur la Lune non plus. Hein. Les gens font croire que le chalet est à l'autre bout du monde, pas du tout.
Donc ça, c'est le premier proto. Oui, on regarde voilà, un petit peu ce qui s'est passé 2013. derrière. Ouais, parce que là, j'ai une deuxième image. Qu'est-ce que c'est que cette deuxième image qu'on va... Alors en fait, il y a eu, donc, après les retours du concours, donc, j'ai mis un peu le proto en pause, parce qu'entre-temps, j'ai signé des autres jeux. Ouais. Et comme moi, l'autorat est une activité qui est un hobby pour moi, bah, c'est compliqué de... Avec tout ce que tu gagnes, tu oses dire ça? Et voilà. Non, parce que monsieur est millionnaire, hein, quand même. Oui, En idée. Millionnaire en idée. Mais après... Donc, du coup, donc j'ai mis le prototype en pause, et puis en 2017, j'ai repris le prototype pour le retravailler. Et donc, la première nouvelle version, c'est ce que vous voyez à l'écran, hein, de la version donc 2017, quand j'ai commencé à le retravailler. Et à l'époque, j'avais déménagé en Inde. Et je m'étais reconstitué un groupe d'amis avec qui, du coup, j'ai pu poursuivre les tests et la mise au point. Alors, Steve qui a raison, effectivement, on fait des private jokes et puis on les explique pas. C'est des private jokes spéciales à monde de jeu d'ailleurs, parce que la dernière fois que vous étiez venu, comment elle t'avait appelé, Maud Chalmel? En fait, c'est sur une des vidéos, parce qu'on n'était pas là ensemble, mais effectivement, elle m'a appelé Patrick Millet dans une vidéo. Voilà, au lycée. Qui est un tueur en série, rappelons-le quand même. Est-ce qu'il existe Patrick Millet? Peut-être. Hein. Peut-être qu'il existe. Et donc voilà, j'ai retravaillé le prototype avec l'aide de ce groupe de testeurs qui a été précieux dans le développement. Et puis en 2018, on est arrivé à la version suivante, image suivante. Ouais, image suivante. On me demande si le jeu sera Essen. Oui, le jeu sera Essen. Ah, et comment? Il fait sa sortie à Essen. Ouais. Bah oui, donc c'est officiel. Sortie officielle, bien sûr. Mais oui. Et on regarde l'image suivante, je vais la chercher. Il fait, mais oui. Donc ça, on était sur le premier proto là que vous voyez, la deuxième version. Je sais pas où j'en suis. Mais en tout cas, celle qu'on vous a présentée, peut-être celle-ci. C'est celle-là, voilà. Ouais. Alors c'est celle-là, voilà, c'est celle du dessous, voilà, c'est celle-là que j'ai fait jouer du coup au œuvre de Cannes en 2018. Et où Bernard s'est installé à la table. Exactement. Bernard, raconte-nous ça, parce que tu sais raconter ça. Pendant ce temps-là, je vais juste régler un tout petit peu la caméra, mais je mets le gros plan sur toi, donc personne ne se rend compte, j'ai pas besoin de le dire, par exemple. Que c'est Bernard, voilà. Quoique si, les gens qui découvriraient au niveau du monde du jeu, c'est la première fois qu'on m'y voit, donc on n'est pas forcément obligé de connaître Bernard, voilà. Alors donc, avant juste de parler de ça, il faut remonter un tout petit peu dans le temps. C'est-à-dire que avant que je ne fasse partie des créateurs de la boîte de Super Meeple avec Charles Amir et d'autres compagnons qui ne sont plus là maintenant, j'avais été non pas recruté mais approché très très fortement par deux personnes qui étaient dans une autre maison d'édition à l'époque et qui me demandaient de leur faire du sourcing, des choses comme ça, que je faisais bénévolement avec grand plaisir. Et un soir à PEL, je découvre un petit proto, et ce proto, je dis, on ne peut pas le laisser passer, c'est une valeur sûre, c'est une petite pépite, une petite perle, et puis, quitte à commencer dans le monde du jeu, j'aimerais bien être le parrain de ce jeu-là. Et puis voilà, puis on se met à travailler un petit peu avec Cédric dessus, et puis les choses avancent, et puis il y a eu des quiproquos au niveau de l'entreprise. Donc voilà. On peut citer quand même, c'était dans le cadre d'une autre maison d'édition qui s'appelait Grosso Modo. C'est ça, voilà, qui était Grosso Modo édition, exactement. Et effectivement, on a vu pas mal de Trick Track télé. Moi, je vous suivais sur ces fameux Trick Track télé. J'avais l'occasion de voir ces jeux-là. D'ailleurs, Grosso Modo édition, ils ont fait aussi des jeux qui avaient été vainqueurs de Boulogne-Billancourt, il me semble, puisqu'il y avait Vincara. Absolument. Je crois qu'il avait gagné le concours complètement. de Vincara, c'était un gagnant du concours. Oui, toi, tu n'étais pas dans le Grosso Modo édition. Non, du tout. Je n'y étais pas. Mais vraiment... ton histoire commence à ce moment-là. Voilà, c'est-à-dire que je les ai aidés à sortir leur premier jeu, en vérité. J'étais là plutôt en personne de conseil. C'était Rome et Carthage, le premier? Alors non, c'était Police Party. Police Party. Voilà. Ces personnes arrivaient sur le monde du jeu, ne connaissaient pas le monde du jeu. Et j'avais été mis en contact avec eux par un ludicaire parisien qui avait dit, écoutez, si vous voulez des conseils sur ça, à l'époque, moi je connais deux personnes qui sont à même peut-être de vous renseigner, qui étaient donc Lia Sabine et moi-même. Oui. Et on est parti à les aider à démarrer, on leur donnait les premiers conseils, à les envoyer sur un illustrateur, sur des choses comme ça. Bon. Et puis après, on est parti sur le conseil sur Rome et Carthage, ce genre de choses. Et à un moment donné, quand ils ont voulu aller plus loin, ils se sont dit, la connaissance ludique que j'étais censé avoir, eux ne l'avaient pas, donc ils voulaient absolument que je rentre dans l'entreprise. Je n'étais pas du tout prêt à ça. À l'époque, je co-dirigeais avec
Cédric Lapouge, les Protoludiques, c'était une association sur l'Île-de-France où on permettait aux auteurs de venir se faire tester leurs protos dans des cafés, et puis tous les joueurs faisaient des petits retours de fiches, et puis lorsque les jeux étaient prêts, quand les fiches montraient que les jeux avaient bien avancé, on allait démarcher les éditeurs de l'époque et on leur proposait les protos pour aider ces gens qui ne connaissaient pas du tout, qui n'avaient pas la filière. Voilà. Ouais. Tout ça, c'était du pur bénévole associatif. Et donc ils ont voulu que je rentre dedans, j'y étais pas trop, j'ai voulu les aider, et c'est comme ça que je leur fais un petit sourcing et que je découvre un proto que je trouve extraordinaire. Et je dis, mais là, ça y est, on a la petite perle ludique. Et donc, on bosse un peu dessus, une petite période. Et puis, bah, voilà, il se passe des choses. Moi, je pense que j'ai signé, il n'est pas encore signé. Je crois que je suis de chez Grosso Modo, mais je ne le suis pas vraiment. Enfin, oui. Bon, il se passe des... Voilà. Oui, non, mais c'est une grande famille, le monde du jeu. On se croise, on partage, on fait des vidéos ensemble. Moi, ça m'arrive souvent de faire des vidéos avec des gens qui participent à une vidéo, mais ils ne font pas partie de la maison d'édition. Mais voilà, c'est ça. C'est exactement le genre de truc. Et puis, bah, ce qui se passe, c'est que Cédric se retrouve avec un proto à un moment donné qui est signé, mais dans lequel il ne se passe plus rien, ça n'avance pas, et pour cause, c'est que bah, moi je ne suis pas dans la boîte, et puis les personnes qui ont monté Grosso Modo Édition ont d'autres choses à ce moment-là, et puis donc ont signé le jeu, mais ne bossent pas sur le jeu. Ouais. Voilà. Et puis bah, Cédric, à un moment donné, moi du coup, j'ai pas de nouvelles, enfin voilà. Je m'énerve, non, mais... non, Cédric qui s'énerve, c'est quelque chose. Voilà, oh là là, vous verriez une colère de Cédric, attention. Je crois qu'on a les mêmes colères. Ne sous-estimez pas. Alors moi, en ce qui me concerne, je suis jamais en colère, ça n'arrive jamais. Mais si ça arrive, je pense que les gens se souviennent. Voilà, c'est ça. Ce jour-là, la dernière, c'est marquant. Ouais, je sais pas si elle s'en souvient. Mais donc voilà, au final, donc je suis allé sur le stand de l'éditeur à Cannes 2015, et puis avec un petit papier pour récupérer mes droits. Ouais. Et donc là, ils m'ont dit effectivement qu'ils n'avaient pas les ressources pour travailler sur le projet et qu'ils me rendaient mes droits. Ouais. Et donc, une heure après, j'avais un rendez-vous sur le stand Matago où on a signé le jeu du coup. Voilà. Et donc moi, de mon côté, là, je découvre, puisque j'étais sur le stand de Grosso Modo, à tenir le stand avec eux, que finalement le jeu ne va pas se faire chez Grosso Modo. J'ai un énorme coup de cœur, de regret terrible. J'entraîne... Bah oui, alors faut quand même, c'est important de le dire, les jeux de société... Évidemment, il y a des histoires on monte des entreprises, on les finance et tout ça, mais à chaque fois que j'ai des personnes qui viennent au chalet, on se rend compte qu'il y a beaucoup de cœur dedans, il y a quand même de l'émotion et de ces projets. Tu t'étais projeté sur ce jeu, tu t'étais dit je veux le faire, et ça t'a marqué, tu me l'as raconté hier, c'est pour ça que j'insiste dessus. Oui. Ça a été quelque chose de fort, de se dire mince, on va pas le faire. Donc voilà, et j'ai absolument pas peur de le répéter, bien au contraire. Donc j'entraîne Cédric à la entrée-sortie des artistes du Palais des Festivals à Cannes, puisque c'est là qu'a lieu le festival, pour les personnes qui seraient jamais allées. Et je lui dis mais tu peux pas faire ça, tu peux pas quitter l'aventure. Et il me dit oui. Et là je tombe en larmes. Je tombe en larmes parce que j'avais accepté l'idée de rentrer un peu dans le monde de l'édition, et c'est avec ce jeu-là que je voulais rentrer, et ça se fait pas. Gros coup de larmes. Et au moment de se relever, je lui dis écoute, je ne sais pas encore comment, mais on éditera un jeu ensemble plus tard. Voilà. Ça, c'est des trucs... c'était déjà arrivé de dire à quelqu'un, je sais pas, mais un jour on travaillera ensemble, c'est sûr. Ça me vient pas... J'ai pas réussi, mais je l'avais déjà dit à ça, c'est ce truc que j'avais déjà dit à Guillaume de Trick Track. À un moment, on espérait faire des choses ensemble avec Trick Track, ça s'est jamais fait finalement. Et c'est des choses qui marquent. Je suis pas sûr qu'on l'ait dit. Donc le jeu, en vérité, c'est devenu Meeple Circus. Voilà, c'est ce jeu donc qui a été que j'ai vu passer et que j'aurais espéré développer avec lui, et qui s'est pas fait. Et donc j'ai dit t'inquiète pas, je sais pas comment on va faire, mais on va faire un jeu ensemble. Voilà. À ce moment-là, il n'y avait pas encore de Super Meeple, voilà, mais je savais qu'on allait faire. Et puis, bon an, mal an, l'année suivante, si j'ai bonne mémoire, Super Meeple s'est créé, sur des conditions très précises de ma part, qui étaient celles de je m'occupais du sourcing, on s'occupait du choix, des rééditions, de ce genre de choses. Et puis, on se laissait de côté la possibilité de faire de l'édition. Et puis Cédric me représente donc un peu plus tard le proto de Thésaurus, et je vois le T1 et j'ai dit ça y est, je sais quel jeu on va faire ensemble. Voilà. Et c'est une petite vie commune qui a démarré pour un bout de temps. Ouais, parce que là, 7 ans de développement. Voilà, c'est ça. 7 ans de réflexion. Pas 7 ans de développement, 7 ans entre la signature et la publication. Oui, 7 ans de réflexion. Donc, 7 ans, voilà. Marilyn n'est pas là, mais il y a eu 7 ans de réflexion quand même. On a des anecdotes sur le chat, donc je vais les lire quand même, parce que ça fait plaisir que vous partagiez vos petites anecdotes. On a, je remonte ici, ce message de Fanette qui nous dit « Fun fact ».
Oui. Retour de 2023, donc on est dans le train pour Paris, on tombe sur Pénélope qui remonte la rame, on l'interpelle, on papote, on dit qu'on a réussi à jouer à Ark Nova sur le salon et qu'on avait adoré, et là, pan, paf, poum, crac, Bernard arrive. Il se passe plein de trucs dans les trains, Ouais. il raconte beaucoup d'anecdotes sur les Alors, trains, qu'est-ce qui se Bernard. passe? Il était assis juste à côté, il arrache son vêtement et pan, tel un super-héros, on voit la cape de Super Meeple apparaître, et il nous dit qu'il était assez fier de Dark Nova. Tu fais plein de trucs dans le train, c'est une émotion Ah ben, forte le retour de... alors, ça y est, maintenant tout le monde va savoir que dans le train, je passe mon temps à ouvrir mon manteau. Parce qu'il nous a raconté hier, Bernard, qu'en remontant dans le train, l'année où vous gagnez le prix, alors c'est pour lequel? C'était Alors, pour la c'est Familia? le classe d'or de Familia, oui, c'est ça. Le train de retour Cannes-Paris, donc qui comprend, si je crois bien, 16 voitures, double étage, voilà, hasard de places achetées complètement séparément. On se retrouve les deux voisins de siège, Mathieu Depnou avec l'Asdor, assis à côté de Bernard, avec l'Asdor de Super Meeple aussi, voilà. Les deux l'un à côté de l'autre, c'était très rigolo. Voilà. Bon, alors Mathieu, on se connaissait depuis des années, donc voilà, mais ça a été un bon moment de conversation. Ah, les retours de train, C'est j'ai ça. jamais fait, moi je rentre en voiture, donc forcément on n'a pas toutes ces émotions de partager plein de souvenirs du Festival des Jeux de Cannes avec les gens qui nous accompagnent sur le train. On va continuer à vous parler de Thésaurus, parce que là on vous a juste présenter et le thème et un peu l'histoire. Voilà comment il est arrivé chez Super Meeple. On va continuer à regarder les versions que tu nous as envoyées, puisque donc celle-ci, c'est celle que tu as présentée, Cédric. Oui. Au Hub de Cannes en 2018. Voilà. Donc ça, c'était la première version qui a eu un long parcours d'ici là. Et puis donc... jusqu'à ce moment de mi-2022, en fait. Mi-2022, où là, ça redémarre. Non, ça ne démarre pas, ça termine. Ça retermine. Le développement, en fait, avec Bernard, s'est étalé donc de fin 2018, au moment de la signature, jusqu'à mi-2022, où on s'est dit, bah voilà, là, le jeu, il est fini, il est prêt. Ça, c'est ta salle de jeu ? Oui, c'est ma salle de jeu. Alors, effectivement, pour être complètement honnête, la photo est de 2025, mais le prototype que je montre est bien celui le prototype final, on va dire. De mi-2020. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le tableau là, qui est sur le côté en bas. Là. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça, c'est la chaise, ça. Ah, c'est une chaise, C'est une chaise. Ah, pour moi, c'était un tableau avec plein de petites photos. C'est une chaise. Alors, quand tu dis qu'on a fini le développement en 2022, c'est pas vrai non plus, puisqu'on a encore fait des dernières petites modifications. Des petits ajustements pendant toutes les phases de test des deux Cannes, du Paris ludique. Il y a encore eu des petites choses. Surtout avec l'édition. Voilà, oui, par rapport. Des contraintes éditoriales qui ont amené des petites évolutions. Il y a amené, des petites choses à la marge, mais des micro-réglages de régler des petits points de règles. Les tout derniers ont été finalisés juste au retour de ce Cannes-ci, où il y a eu encore un petit point sur lequel on dit, bon, allez, finalement, on fait ce choix-là. Ouais, c'est ça. Exactement. Moi, je vais à la chasse aux moules dans Thésaurus. On va en parler. Effectivement, l'action principale de Thésaurus, c'est d'aller à la chasse aux moules. Ah, il y en a qui savent qu'on va à la chasse aux moules. La pêche, c'est plutôt de la pêche d'ailleurs. La pêche, la chasse aux moules. Pêche oui, ça ne les chasse pas. Parce que le mec qui va avec son fusil chercher les moules, il est mal parti. Hein. Ouais. Mais, moi, je ne veux plus y aller à la chasse aux moules. Non. À la pêche aux moules. À la pêche aux moules. Je veux plus y aller parce que tu ne veux plus y aller, Martin. Donc, je trouve ça très embêtant. C'est ça, voilà. Mais voilà. Effectivement, quand je vois une photo comme ça, je fais comme les gens sur le chat, je regarde les jeux qui sont derrière. On a envie de voir les jeux qui sont derrière, alors on va le faire. Parce que là, c'est ta vraie salle de jeu. C'est ça, c'est dans mon sous-sol. Rialto, il date un petit peu celui-là. C'est un Feld, je crois. C'est un Feld qui n'a pas été publié en France. J'avais trouvé ça à Essen. C'est un de mes Feld préférés d'ailleurs. C'est vrai? Ah oui, je l'ai moi, je m'en souviens plus trop. Je t'avoue que faut qu'on joue. C'est quand même un peu comme chez toi, Martin. Il y a des jeux chez lui, il n'y en a pas que derrière dans cette calaxe-là. Il n'y a pas que ça. Moi, il n'y en a que derrière. Qu'est-ce qu'on a? Un château de Bourgogne, l'ancienne édition. Magnastorm. J'aime bien Magnastorm, mais c'est pas si bien vendu que ça. Magnifique. Je pense qu'il y a eu une édition. Et moi, je l'aime vraiment bien. De l'auteur de La Familia, bien évidemment. l'auteur de La Familia. Absolument, et exactement. Ah, tu as aussi Nobleman. On l'a tous. Oui, on l'a tous. Mais non, pas moi, je vous ai dit que je ne connaissais pas celui-là. Tu me piques pas le mien. T'as pas trop sur la table parce que ça résonne un peu. Je te dis juste ça. Bien sûr, j'aurais dû faire la consigne avant de lancer la caméra, je l'ai pas fait. Nuremberg, bon, alors on va pas regarder toute ta bibliothèque, mais t'as des jeux, on dirait bien que t'as des jeux. C'est ça. Ah, j'ai pas gardé les Lacerda, le Galeries, Lisboa, tout ça, j'ai donné à Jube. Je sais pas regarder parce que j'y joue pas. Il y a Paléo, j'adore Paléo. J'ai fait des scénars après scénars. J'aime bien, mais j'adore pas. Ouais, vraiment.
On a du Splotter, Voilà. On veut faire une émission Splotter avec Johan. J'ai un couple d'amis avec c'est lesquels... prévu, mais alors pas tout de suite. Il faut qu'on se mette à jour sur les jeux. J'en ai fait quelques-uns, mais je les ai pas tous faits, moi. J'ai un couple d'amis avec lesquels on se retrouve, on va dire en moyenne au moins un dimanche sur 2, quoi, à peu près. Et on ne fait quasiment que du jeu coopératif ensemble, tous les 3. Voilà. Ça doit être pénible. Non, pas du tout, c'est très très agréable. Voilà. Et donc là, on a fait je ne sais combien de scénarios de Paléo. On est en train de faire des zombicides. Et là, on est en train de s'attaquer à la saison 2 de Pandemic Legacy. On a fini la 1. Enfin voilà, tu vois, on est sur ce genre de choses. Voilà, on va continuer à vous parler de Thésaurus parce que ça s'appelle Jean-Marc et Isabelle. Tiens, comme ça donnera une bonne raison de voir la vidéo. Thésaurus, il y a beaucoup d'anecdotes qui peuvent fuser avec Bernard, c'est un vrai plaisir parce que c'est l'occasion d'échanger ensemble. Mais on va savoir plein de trucs à la fin de cette émission, je pense. Thésaurus, le voici, la nouvelle boîte, donc elle est arrivée, ça y est, ça fait un moment qu'on voit cette petite image circuler sur les réseaux, la couverture qui fait envie, hein, cette plongée sous-marine pour récolter des trésors. À l'intérieur du jeu, on a un grand plateau qui nous emmène alors faire plusieurs choses. Qu'est-ce qui me le pitch? Qu'est-ce qui est capable de le pitcher en quelques mots, sans rentrer dans les détails de la mécanique? Mais si on vous croise et qu'on vous dit c'est quoi ce jeu, comment vous répondez à ça? C'est pas très compliqué à pitcher, effectivement. C'est un jeu où chaque joueur va gérer une petite entreprise de chasseurs de trésors en mer. Ouais. Et donc va devoir gérer son équipe d'employés, développer des technologies, équiper ses bateaux d'objets qui vont faciliter la recherche de trésors en mer, aller donc explorer et lancer des expéditions en mer pour trouver ces trésors et les vendre au musée. Voilà, en très court. C'est très bien. C'est très bien parce qu'on se rend compte de ce qu'il va y avoir dans la partie. Avec une explication aussi courte, on se rend compte directement que, ah oui, ok, je vais avoir une entreprise. Il va falloir que je me développe, il va falloir que j'ai des équipements. Donc, vous avez vos petits zodiacs, mais il va falloir les équiper. Donc, par exemple, avec un moteur pour aller plus vite chercher des trésors en mer. Par exemple, avec un harpon, parce que dans la mer, vous le savez, il y a des requins, ça peut vous croquer les jambes. Et on c'est pas super. On se rend compte sur la couve. Hein. On s'en rend compte. Oui, là, on voit bien que le plongeur, il n'est pas tout à fait safe. Hein. Il a besoin quand même de... Et là, derrière, regardez. Oui, là, à gauche, à droite, voilà. Hein. Forcément. C'est ça. Il y a les musées, parce que ces trésors-là, leur place est dans un musée. Ça ne doit pas rester chez vous. Vous ne pouvez pas partir avec. Quoique, et là, quand même, il y a une caisse noire. Mais à quoi elle sert cette caisse noire? Martin, tu le sais très bien, non? Tu mènes une entreprise. Une bonne entreprise a forcément une caisse noire, enfin, voyons. Mince. Alors, parce qu'effectivement, je n'ai pas précisé qu'on était des entrepreneurs assez peu scrupuleux. On a un petit côté offshore, tu vois, dans la manière de se développer. Voilà, donc la caisse noire, c'est très très utile. Envoyer du courrier, il faut suivre le mouvement de main. Enfin, envoyer du courrier, n'est-ce pas, aux autorités locales. Sous la table. Sous la table, voilà. Ce sont des choses importantes dans ce jeu. Voilà. J'ai jamais fait ça, moi, dans mon entreprise. Des autorités locales. Mais c'est parce que tu n'as pas le bras assez long pour passer sous cette table et que donc de l'autre côté, ils peuvent pas récupérer. C'est une grande table, c'est pour ça. Voilà. Les illustrations sont effectivement de Yann Valiani. Et Oscar Manuel, ils sont deux sur les illustrations. Oui. Mais la couve est de Yann, c'est ça? Oui. C'est très chouette parce que ça nous immerge, c'est le cas de le dire, complètement dans l'univers du jeu. Non mais vraiment, c'est ça, moi j'insiste dessus. On a tendance à dire quand même que ces derniers temps, on a beaucoup de jeux qui se répètent dans les thèmes, mais peut-être davantage dans les catégories familiales et initiées. Parce que c'est vrai que dans les gros jeux, on a quand même la possibilité de voir des choses un peu plus variées ces derniers temps. Vous en avez été le fer de lance aussi là-dessus sur la familia. C'était super agréable d'avoir un thème qui change complètement d'habitude. J'ai adoré ce thème. On va regarder quelques jeux Super Meeple. On va le faire après parce que je vais garder l'ordre de mon menu pour que les gens puissent suivre en replay également assez facilement. On continue à vous parler de Thésaurus, c'est la grande nouveauté de la rentrée chez Super Meeple parce qu'il y a deux volets chez Super Meeple. Il y a à la fois les jeux dont vous êtes les premiers éditeurs, les primo-éditeurs. C'est la première fois qu'on voit ce jeu, vous l'avez développé, donc c'est un peu votre bébé. Et puis il y a les... reconnaissable. Avec le logo avec les 5 triangles au-dessus de la tête. Voilà. Ah mais quand c'est vous l'éditeur, vous rajoutez 5 triangles au-dessus de la tête. C'est ça. Ouais. Ah mais Martin, tu ne savais pas. Pardon. Alors que lorsque c'est un jeu que nous localisons, il n'y a pas les triangles au-dessus de la tête et à la place,
il y a un masque sur les yeux. Ah. Donc là, c'est notre pouvoir mental, alors que là-bas, c'est la vision à rayon X qui, à l'étranger, nous fait voir les meilleurs jeux pour les rap. C'est un moyen de distinguer les deux. Entre les localisations. Vous le saviez sur le chat, parce que moi, je n'avais pas fait gaffe à ça. Voilà. On voit que tu donc t'es... là, logo de l'entreprise originale. Tu es ton propre éditeur, ça n'a pas de problème, tu t'es pas et localisé. Et à la base, il y avait 5 triangles, parce qu'on a créé la boîte à 5 personnes. Donc, tu vois, c'était ça, les 5 têtes pensantes, si tu veux. Et puis, dès qu'on a eu l'idée de faire de la localisation, j'ai proposé à l'équipe, j'ai dit, mais là, il faut qu'on ait un deuxième petit logo qui semble le même, mais qui démarque tout de suite. Et c'est là où on a enlevé ça, et avec l'idée d'Igor Poloshin chez Ori Games, on est arrivé à l'idée du masque pour aller chercher vision à rayon X. On va chercher au loin les jeux. Voilà. Je le découvre, nous dit, je ne savais pas, nous dit Hermikwan. Voilà. Je le découvre, nous dit Sushimage, Trololo. Trololo, je t'appellerais comme ça. Trololo. Trololo nous dit, nous ne le savions pas. C'est ça, voilà. Donc ça permet pour une personne de savoir. Et c'est très important parce que ça veut dire qu'on peut tout à fait recevoir, à limite, ça va, on n'en a pas trop, des critiques sur ce qu'on édite parce qu'on en est vraiment à l'origine. Du moment que c'est des jeux avec les triangles sur la tête. Par contre, tous les jeux sur lesquels il y a le bandeau sur les yeux, ça veut dire que nous avons accès en vérité à la règle, à la traduction de la règle, mais on n'a pas accès au changement d'un élément matériel. Donc c'est par exemple, chez nous on ne fait que des jeux par exemple à double couche, les plateaux individuels pour placer. On publie encore des jeux qui n'ont pas de double couche, mais c'est parce que ce sont des jeux qu'on va chercher à l'extérieur et qui ne l'ont pas dans le matériel de base. Voilà. Alors il y a Tiakou qui nous dit, je l'ai appris sur un monde de jeu avec une interview de Charles Amir. Ah bah alors tu n'écoutes pas Charles Amir alors. Mais si, j'écoute Charles Amir, mais évidemment je l'écoute, je pas fait exprès. Et alors quand vous faites vos fameuses soirées, vous mettez aussi le bandeau sur les yeux ou... Ah alors oui, mais peut-être pas que sur les yeux, j'en sais rien, ça dépend des soirées. Attends. Non, mais est-ce que tu as déjà regardé quelles étaient les initiales de Super Meeple? Non, je regarderai jamais. Voilà. Bon, on apprend plein de choses. Ouais. Ok. Bon. Alors, on va continuer avec l'actu de Cédric Millet parce qu'il y a une actu forte qui a été annoncée hier. Cédric, qu'est-ce qui se passe avec le Festival des Jeux de Cannes ? Eh bien, il se trouve qu'ils ont annoncé hier leur jeu, puisque tous les ans... Oui, il y a un jeu qui est distribué avec les gens qui prennent les passes, je ne sais pas quoi, mais il y a un jeu qui est donné à chaque fois, acheté, hein, parce qu'on l'achète grosso modo avec les passes. Et cette année, c'est chouette. Il s'agit de une boîte exclusive de Behind. Behind Gold. En hommage au groupe. Absolument. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette petite boîte ? Dans cette petite boîte, donc, il y a un nouveau tableau exclusif. Thématisé sur le jeu de société et le festival de Cannes. Oui, forcément, ça c'est un peu la règle de toutes ces petites boîtes spéciales Cannes qui sont attribuées. Et un seul tableau, assez accessible du coup, parce que généralement ces jeux-là sont des jeux très accessibles. Qu'est-ce qu'on a eu du top 10, je crois, du Dixit. Ouais. Donc effectivement, c'est un tableau qui va être plutôt dans les tableaux simples de Behind, puisqu'effectivement c'est la condition pour être le jeu du festival. Donc on va avoir notamment des indices qui sont un petit peu plus directs, qui sont moins comme dans les boîtes de 3 de Behind, plus des pistes auxquelles on va donner la solution plus tard. Là on est un peu plus direct dans les indices, dans leur formulation définitive, et puis et le tableau lui-même est un peu moins, correspond plutôt au niveau facile des boîtes, quoi. Bon, Pénélope nous signale qu'elle a quand même bien galéré elle sur ce tableau-là, parce qu'elle a dû l'essayer, parce que les illustrateurs, c'est Pierrot et Maud qui se sont mis à deux sur cette oui, c'est ça. Donc la boîte. couverture est toujours de Maud. Le recto est illustré par Pierrot, et le verso à 4 mains avec Maud et Pierrot. Ça doit être frustrant pour les boutiques, parce que là forcément ça s'est uniquement distribué sur Cannes, c'est logique, c'est un jeu qui est créé pour le festival, en partenariat avec le festival. On va pas le trouver en boutique, mais il y a toujours ce truc de moi j'ai envie de proposer tous les jeux dans ma boutique, mais non, il n'y sera pas. D'ailleurs, je vous ai préparé une impression A3 du verso. Non, je plaisante. Alors, mais je pense que Pierrot s'est décomposé. Et on va vous montrer le travail fini. Voilà la solution. Il faut préciser, pour ceux qui n'ont pas encore fait de Behind, c'est que c'est un jeu de puzzle, donc avec des énigmes à chaque fois, des petites réflexions qui ne sont pas les mêmes. Ça peut être du puzzle, mais pas que. Et que la récompense, c'est découvrir le verso, de découvrir à la fin, de vérifier qu'on a tout bon en ayant bien placé ces éléments, et que donc non, faut surtout pas le dévoiler avant. C'est un peu comme c'est comme ceux qui disent la fin des films, hein. C'est ça. Par exemple, qu'il y a des survivants à la fin d'Alien, faut pas le dire. Mince alors. Non, enfin
Sinon, ça gâche le plaisir. Bah, surtout que si c'est le premier, c'est pas des survivants en plus. Hein. Il y a un chat aussi dans le premier. C'est dans le premier, le chat? Ah, je suis pas sûr. Ou c'est dans le deuxième? Sinon, a priori, il restait plus que Sigourney Weaver, il me semble. Hein, dans le premier, je crois qu'il y a le chat. Je crois que c'est le premier. Hein. Ouais, le chat, c'est le premier. Dans le deuxième, ils sont deux. Hein. On dit toutes les fins des films. Ça y est, on va en profiter. Dans le troisième, par contre, elle meurt, Sigourney Weaver, dans le troisième. Par contre, dans Alien 134, je m'en souviens plus. Là. Je sais plus. Voilà, on vous dit la fin des films. C'est l'émission, la fin des films. Ah, j'adorerais faire ça comme, la fin des comme films. chaîne. Ah oui, la fin des films, on dit que la fin des films. Ouais. Bon. Alors, pour rassurer Pénélope, on a tenu compte de ton retour et il y a eu encore des petites évolutions sur le tableau. Ah, bah c'est bon. Pénélope l'a testé à Vichy. Ouais. Il est vrai que Pénélope, c'est un jeu qu'elle n'aime pas du tout, Behind. Non, mais alors vraiment pas. Hein. Non, elle n'a pas accroché. Elle n'a pas du tout accroché. Hein, ça... ouais. Non, elle nous l'a bien dit. Hein. D'autres actualités, Cédric? Oui, toujours sur Behind. J'ai d'ailleurs une petite surprise pour toi. Oh, puisque je connais cette boîte. Ah, avec le logo. Ah, attendez, c'est ma petite surprise. Ah oui. Je suis un peu concerné par Behind. De la part de l'équipe TIFF. Donc effectivement, est arrivé en stock le nouveau tirage de Behind avec le logo Asdor. Ça y est, il y a le petit logo Asdor qui est situé en haut à droite. D'ailleurs, ce logo-là, maintenant, je crois qu'il y a une part qui revient directement au Festival des Jeux de Cannes, donc qui permet aussi de faire la promotion de tous ces jeux qui ont remporté des prix au fil des années. Donc c'est très chouette qu'il y ait cette dimension-là. Depuis cette année seulement, donc Kif inaugure la chose. et là, il est sur la cellophane ou il est sur la boîte? Non, sur la boîte. Sur la boîte. Il est sur la boîte, ouais. D'accord, ok. Parce que ça dépend. C'est la troisième édition du jeu, le troisième tirage. Troisième tirage France, ouais. Je peux le garder? C'est pour toi. Ah là là, je suis content. Troisième tirage France? Donc ça y est, t'es millionnaire alors. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre le logo sur les suites? Je crois pas, non. Alors, légalement non, mais c'est ce qui se passe pour tout le monde quasiment. Hein. Puisque j'ai ici la boîte de Behind Purple. Bon. Behind Purple. On peut déjà pronostiquer. Vous savez la couleur du prochain? Alors, Gold. Gold, oui, pour la petite boîte. Et puis derrière... Ouais. Non, la couleur je pense qu'ils ont déjà réfléchi, à mon avis. Mais... Bon, effectivement, la troisième boîte de Behind est en route. Bien sûr. Les illustrations vont bientôt démarrer. Donc, on ne révèle pas encore les illustrateurs, mais voilà, c'est en cours pour la troisième boîte. Et donc là, l'actualité, c'est donc la deuxième boîte, donc Purple, qui sort au mois de novembre, de mémoire le 14. Voilà pour la deuxième boîte de Behind qui est illustrée par Crocotam, Mélodie Leblond et Pierrot. Trois illustrateurs que l'on connaît bien sur ce jeu-là. Pierrot et son fils, si je me trompe. Pierrot et son fils, oui. Il n'a pas mis son fils sur la couverture, mais alors. Encore une belle brochette d'illustrateurs. Et je pense que vous ne serez pas déçus de la troisième. Il y a une attente dingue sur... Oui, mais je crois qu'il y a Van Gogh. Je ne devais pas le dire. Qui enfin refait des illustrations depuis le temps qu'on l'attendait. Kyoto no Neko, il y a une petite actu dessus? Petite actu aussi, puisque il revient en stock également dans une deuxième édition. Ouais. Donc il y a eu... on a tenu compte des retours des joueurs, et du coup, on a fait quelques petits ajustements. Donc c'est des ajustements légers, mais... Qui améliore l'expérience. Donc voilà, donc c'est pareil, là, c'est de l'actualité chaude, puisque je crois que le retour en stock, je ne sais plus si c'est cette semaine ou la semaine prochaine. Donc, très très jolie année de Cédric, puisque entre Kyoto no Neko, mais Behind et Tesoros, c'est un peu ton... C'est ton millésime. C'est le hasard là, de calendrier, depuis la fin de l'année dernière, puisque c'est des jeux que j'ai signés à des dates très différentes, mais qui sont finalement tous sortis quasiment en l'espace de 6 mois, 1 an. Donc, voilà, je suis pas sûr d'avoir autant de sorties tous les ans. Alors, en dehors de Behind. Quoique, il y a quand même quelque chose qui est déjà signé. Tout à fait. Oui. Donc, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'on en est au début du projet, mais effectivement, j'ai en principe en 2026 un jeu qui va sortir chez Studio H. Donc voilà, le travail démarre. Un très très bon jeu. Je connais, j'ai testé le proto. Je l'ai joué aussi. Absolument. Si je m'en rappelle, c'est fou. Parce que j'ai joué tellement de jeux cette année au Chalet que je me souviens plus. J'aimais beaucoup. Voilà. Par contre, c'était pas a priori dans la gamme éditoriale de Super Meeple, donc c'était pas pour nous, mais voilà, très bon jeu. Avec de la 3D, du volume dans ce jeu. Exactement, la 3D. Donc ça, on découvrira ça plus tard, dans l'occasion de vous en reparler, de te recevoir une nouvelle fois au Chalet. On se rapproche de la tasse. Bientôt arriver la tasse, Cédric, tu la mérites.
Martin, avec tout ce que tu as fait, toute ton œuvre. On va enchaîner avec les nouveautés Super Meeple. Vous êtes nombreux à vous être connectés ou à avoir regardé cette émission en replay pour savoir mais qu'est-ce qui va arriver chez Super Meeple, quels sont les jeux de cette fin d'année. On vous a parlé de Tesoros, il y a 2 volets à Super Meeple, on l'a dit, les jeux en localisation et les jeux en édition. On vous a parlé donc de l'édition. C'est sur cette fin d'année, c'est vraiment Tesoros. Et quoique non, pas que celui-là, parce que vous avez eu de gros succès ces 2 dernières années avec Chronologique également. Oui, Chronologique, franchement, on en est très content. Donc c'est une coédition avec Ori Games. Ouais, ça continue, Chronologique. Absolument. Donc Chronologique, on a eu la petite boîte Paris à l'Opéra. Ouais. On a sorti celle de Cusco. Oui. La petite boîte verte. Alors, il y a des grosses boîtes qui sont sorties. Il y a déjà 2 grosses boîtes qui sont sorties. Des grosses boîtes, oui, absolument. Voilà. Oui, est-ce qu'il y a vraiment des petites boîtes? Oui, voilà, elles sont un peu plus grosses que celle-là. Voilà. Non, là, tu es sur les petites, donc il faut revenir sur les grosses. Alors, dans ce cas, alors les grosses, c'est pas l'actualité de cette fin d'année. Voilà. Donc, il y a les 2 grosses. Donc, ça a plutôt bien fonctionné, vraiment. Donc, un jeu de Fabien Ridel et Johan Levé, qui est publié donc par Super Meeple et Ori Games. Voilà, donc on a eu l'agréable surprise, par exemple, de fêter la 100 millième boîte de la première version. Chronologique, donc ce qui est quand même un très beau succès. Oui. Voilà. Au monde, c'est des boîtes monde. Oui, boîtes monde, bien sûr, oui, voilà. Donc 100 000, ce qui est vraiment très très bien, qui est loin des résultats qu'on fait habituellement sur du jeu expert, forcément. Oui, et puis ça tombe bien, puisque c'est une. Vous avez pas mal de succès en fait sur vos éditions. Les jeux que vous avez proposés en édition, que ce soit Chronologique, ça marche très très bien. On vous souhaite la même chose évidemment pour Tesoros, mais. Bien sûr. Voilà, et donc. Expédition autour du monde aussi a bien marché. Expédition autour du monde fonctionne bien, oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a une suite qui est en préparation, qui ne sera pas une extension, puisque Expédition autour du monde, c'est censé, entre guillemets, être une nouvelle expérience par rapport aux aventuriers du rail, si on veut donner une comparaison, voilà. Et donc, il y a actuellement en préparation une expédition en Europe. Ah, voilà. Pour 2026 ? J'ai pas encore de date exacte pour l'instant. Mais il y a une expédition en Europe sur laquelle on travaille avec l'auteur. Et on partira sur à peu près le même principe. On va garder la grande majorité des règles. Et puis il va y avoir, propre à ce jeu-là, des petites règles particulières. Voilà. Charles Amir nous dit fin 2026 au mieux. Alors sache, Bernard, que tu as le droit de nous faire une annonce trop tôt, parce que Charles Amir l'a déjà fait en matinale, et tu as le droit de nous annoncer un truc que Charles Amir n'a pas prévu d'annoncer. D'accord, oui. Pour remettre la balle au centre. Absolument, c'est tout à fait ça, voilà. C'est important aussi. Mais complètement, d'ailleurs, oui. Donc voilà, donc ça, bien sûr, il y a une expédition qui est en cours. Et donc, en ce qui concerne les chronologiques, donc, bien sûr, il y a une 3e boîte en préparation qui a toujours été prévue, Babylone, qui, elle, va se passer dans le futur. Et puis en attendant, c'est un petit peu comme la mode des Unlock, des suspects, de tout ce que tu veux. Après ce genre de grosses boîtes, on voit bien que les gens aiment bien avoir des petites boîtes d'extension, des petits scénarios en plus. Et donc, dans la première boîte de Chronologique, la rouge, il y a déjà eu 2 petites extensions. Là, c'est des toutes petites boîtes pas très chères qui sont données avec des scénarios supplémentaires qui se rajoutent. Et elles sont assez attendues en réalité, ces petites boîtes-là, parce que souvent, les joueurs sont arrivés au bout du jeu et attendent avec impatience. Je veux rejouer, je veux me relancer dans une aventure. Donc, je vous les montre à l'écran. Voilà. Là. Ici, on a donc il y a une petite boîte rouge qui va arriver, une suite de Paris Opéra, qui va donc être la boîte numéro 6, finalement. Et puis là, on a la boîte numéro... ça, c'est la 6. La 6, voilà, avec le petit... On voit que le haut est rouge. Donc c'est la 6 par rapport au scénario Opéra, Paris. Et puis, dans la boîte Cusco, donc il y a la 3 dans la boîte. Et donc, il y a la petite numéro 4 qui arrive. Voilà, c'est ça. Exactement. Qui rajoute un peu des scénarios supplémentaires. C'est ça, des scénarios supplémentaires, et puis avec à chaque fois un twist différent, avec à chaque fois, bien évidemment. Et dans une boîte, il y a à nouveau 5 enquêtes, et ainsi de suite. Et voilà, c'est ça. On nous pose la question, j'ai jamais joué au chronologique, nous dit-on, au chronologique, nous dit Super Nono sur le chat, mais est-ce que ces jeux sont rejouables? Un peu, oui, c'est un peu rejouable. On peut faire plusieurs fois les scénarios. Alors, franchement... Tu peux pas le refaire le lendemain, le même, parce qu'a priori, tu te souviens de la réponse. Sur chaque scénario, il y a 3 versions, c'est ça? Pardon? Sur chaque scénario, il y a 3 versions? Donc, dans chaque boîte, il y a 3 scénarios, et chaque scénario donne lieu à 5 enquêtes différentes. Pas le bon nombre. Voilà. Et donc, j'avoue que je défie quand même beaucoup de personnes de laisser la boîte tomber 6 mois ou 1 an, et au bout d'1 an, d'essayer de se souvenir de qui a fait quoi, ou à quelle heure, dans chacun des scénarios. Franchement, non, j'y crois pas. Donc pour moi, oui, c'est rejouable.
Moi qui ai peu de mémoire, je peux même refaire les unlocks. Mais complètement. C'est une moi chance aussi. incroyable. Hein. C'est moi aussi. de souvenir de rien. Je sais pas ce que tu en penses, Patrick. Ah oui. Chez Super Meeple, on a la série des Deckscape. Il n'y a pas très longtemps, j'ai rouvert des Deckscape anciens. Oui. Et je revoyais. Alors, il y en avait. J'avais pas forcément réponse, mais je me souvenais que j'avais réfléchi à cette énigme-là. Et il y en a certaines, j'avais l'impression de dire pour la première fois la carte, tu vois. Je me souvenais même pas que j'avais fait... Je vais lancer un appel ce matin en matinale. Ah oui. Vraiment là... Parce que les Deckscape, j'adorais ça. Oui. Je trouvais ça super, mais surtout un, j'ai déjà fait avec Charles Amir, je pense qu'il sait déjà ce que je veux dire, mais il y en a un qui était génial, c'était celui qui était, par équipe. C'est ce jeu d'escape, tout simplement, dans lequel vous allez résoudre des énigmes, mais par équipe, où il y a deux équipes qui s'affrontent, et il y en a une qui va gagner parce qu'ils vont être plus efficaces. J'avais adoré ça. Puis en plus, c'était bien fichu, si je me souviens, parce qu'il y avait une part de hasard, de jeu très très léger à l'intérieur, il n'y avait pas que des... C'est très bien foutu, les escape. Et ça, j'ai jamais revécu cette sensation, je veux revivre ça. C'était vraiment trop bien. Le fait de pouvoir affronter une autre équipe qui cherche les mêmes trucs, puis on se passait les enquêtes. Et d'un point de vue purement commercial... tout truc tout bête, mais contrairement à d'autres boîtes, chez d'autres marques ou tout ce que tu veux dans la série des grandes escape games ou autres, pour moi l'avantage c'était que tu as une boîte qui fait juste la taille des cartes, on te vend rien de plus, on ne vend pas de vide, c'est la boîte et dedans elle est remplie d'un paquet de cartes, point, voilà, c'est ça. Alors, mais tu vois, ce truc de par équipe fonctionnait super, je reste dessus, je suis bloqué. Non, ce qui marchait bien, c'est que des fois dans une escape, tu as des enquêtes, des énigmes qui te paraissent trop simples et tu te dis presque, ouais bon, ok. C'est un peu nul, quoi, c'est trop simple. Mais quand c'est très simple et que tu l'as fait avant l'adversaire, t'es super content. C'est ça aussi. Ça valorise tout. Mais bien évidemment, oui, complètement. Voilà. Merci. Oui. Alors, on a d'autres jeux qui vont apparaître. On va regarder rapidement le line-up. Ah bon, il y a d'autres sorties chez Super Meeple? Je sais pas. En tout cas, moi, j'ai vu Galactic Cruise. Ah ouais, c'est un tout petit jeu, ça. Ouais, très grosse boîte. Alors oui, c'est une grosse boîte, bien lourde, bien lourde, bien remplie, Galactic Cruise, dans laquelle on est à la tête d'une sorte d'entreprise dont le but est d'emmener des touristes en vacances dans des voyages interstellaires. Ouais. Hein, voilà. Donc on a typiquement, on reconnaît un graphisme de O'Toole dans son style graphique, hein, c'est très marqué. Hein. Et on est donc sur un système où c'est un jeu fondamentalement de pose d'ouvriers, avec une mécanique très originale sur les 6 points centraux que l'on peut voir sur l'image. Si on regarde, ici, hop, voilà, s'il te plaît, voilà. Donc si tu t'arrêtes sur un d'entre eux, voilà, là, tu es sur une petite case, le petit carré juste en dessous de ton curseur, là, où on va poser un ouvrier. Bon, si je pose mon ouvrier là, je vais avoir la possibilité d'accéder aux 2 actions qui sont dessinées sur cette tour, qui sont juste à côté. Mais, si j'ai placé dans le jeu des engrenages tels qu'on en voit un petit peu à droite sur l'alignement où tu étais, il y en a un entre 2 tours. Si tu vas déplacer un petit peu vers la droite, là sur ton écran de contrôle, voilà. C'est ça. Je suis un peu loin de l'écran, moi, tu sais. Voilà, c'est ça. Et puis moi, j'en suis à côté, voilà. Si tu poses un engrenage ici, tu es en train de créer un lien entre les 2 tours. Ouais. Et donc, le fait d'aller poser ton personnage sur l'une des 2 cases va te donner accès soit aux 2 actions de l'emplacement où tu es, soit de celle que tu as reliée, la tour que tu as reliée par l'engrenage que tu as mis entre les 2. Oui. Donc quand tu viens de poser quelque part, on ne sait pas vraiment quelle action tu veux faire en vérité, puisque tu as un choix d'autant plus grand. Voilà. Et puis avec tout ce qu'on va récupérer, toutes les conditions nécessaires, on va ensuite construire des fusées, on les voit à la droite. Et ça, c'est le côté qui est un peu fun, parce qu'on a un vrai jeu de gestion ici, mais il y a un côté très rigolo dans allez hop, on part en expédition avec nos voyageurs de l'espace. Donc au début, on a des bas des réacteurs et on a la petite... l'ogive de la fusée, et puis on va, à droite, là on les voit pas, il va y avoir des marchés qui vont correspondre à des parties centrales de la fusée, parce qu'on va composer notre fusée on va composer la fusée, plus ou moins, avec plus ou moins d'étages, et puis dans la petite partie, on va dire plus ou moins violette, à droite là du jeu, il y a des voyages interstellaires qui sont proposés, ce sont les petites réglettes. Ouais. Voilà, là, ça, ce sont des voyages. Alors, les gens ne voient pas trop, mais voilà, avec des étapes. Non, mon doigt, je me doute, mais c'était pour toi, tu mets voilà. On voit des étapes, et on va essayer, et ces étapes, elles correspondent à des types de voyageurs. Il y en a qui aiment bien aller vers telle planète, telle direction, donc on va essayer de se débrouiller
d'emmener les passagers qui correspondent le mieux au type de voyage. Et là, il y a tout un petit jeu de gestion, de pose d'ouvriers. On va leur faire un petit périple. C'est vraiment extrêmement original et c'est un très bon, très gros jeu de pose d'ouvriers, de gestion, qui peut paraître ardu quand on voit le plateau et qui en vérité est assez simple une fois qu'on a la compréhension générale de ce qu'on a à y faire. Oui, non, c'est pas si complexe. Hein. Voilà. Alors, c'est pas si simple non plus. Non, n'y jouez pas avec votre enfant de 5 ans. Ouais, non, vous Même s'il risqueriez fait de bien le perdre. bruit de la fusée. Ouais. Mais voilà. Et alors donc, c'est vendu dans une très grosse boîte, Ouais. bien sûr. Mais en plus, comme c'était pas suffisant, il y a 2 extensions. Voilà, Il y c'est a pas suffisant. Voilà, C'est il y a jamais suffisant, on veut tout. deux grosses boîtes d'extensions. Par contre, il y a la place prévue dans la boîte de base pour ranger le matériel des 2 boîtes d'extension. Voilà. Ok. Puisque ça sort vient d'un aussi. Kickstarter. Le Galactic Cruise, il sort quand notre Galactic Cruise? Il sort le 14 novembre. 14 novembre, on y Voilà. sera. On sera là. Ouais, voilà, c'est ça. Donc. Bon, mais Ensuite, il y avait eu un système également de précommande Ouais. sur notre site. Voilà aussi. Voilà. On enchaîne avec, on va regarder un dragonnier. Dragonnier. Celui-ci, on peut en parler maintenant. Mais oui, dragonnier, bien évidemment. Alors, dragonnier, c'est bien sympathique, notre petit dragonnier. Alors ça, c'est un jeu qui est, que vous localisez, qui est Oui, créé à la base par l'éditeur Awoken Realms, Adam Porter et Rob Fisher, c'est ça? Ouais. Les auteurs du jeu. c'est ça. Andrew Bosley, vous avez reconnu les illustrations d'Andrew Bosley sur la couverture de ce jeu qui fait très très envie, auquel j'ai toujours pas joué, mais j'ai vraiment hâte de me lancer dans la partie parce que là, il y a le petit côté dragon, fait plaisir en termes de thématique. Les illustrations sont très réussies, donc on a tout de suite envie de se plonger dedans. C'est assez accessible comme jeu. Oui, tout à fait. C'est vraiment accessible. On n'est pas sur du jeu expert, on est sur de l'initié, avec dragonnier. Ouais, initié plus, parce que l'initié, tu sais, c'est large. Hein. Oui. De toute façon, entre un jeu français qui arrive à avoir 4 prix pour l'Asdor et puis un Spiel qui n'a que 3 catégories, Ouais. c'est compliqué de s'y retrouver. Voilà. Ouais, mais c'est bien Donc. implanté. Moi, j'étais plutôt contre au départ avoir cette rubrique dans l'Asdor, et au final, il faut Oui. reconnaître qu'aujourd'hui, Oui. ça nous permet de classer un peu les jeux Un et puis petit de peu quand discuter même. plus simplement. Ouais, voilà. Ouais. Bon, alors voilà, donc là, oui, pour nous, on est sur de l'initié. Le petit principe, c'est que nous sommes donc des dragonniers et que nos dragons ont été capturés. Donc il va falloir aller libérer des dragons. Ouais. Et ensuite, il va falloir, on va dire, s'occuper d'eux. Donc pour ça, on va avoir besoin de recruter du monde qui va aller libérer ces petits dragons. Mais on a un petit jeu, on a une mécanique qui est connue dans le monde du jeu, mais qui est assez peu utilisée, Oui. qui est un principe de pose d'ouvrier avec enchère. À savoir que si tu peux faire un petit clic sur, par exemple, une petite pile qui est ici, voilà. Ouais. Si c'est mon tour de jeu, on voit qu'ici, il y a 5 petits emplacements numérotés de 1 à 5 en dessous des cartes. Je vais aller chercher une carte, donc j'ai 5 petits emplacements, et je me dis, en mettant ma couleur, je suis en train de mettre un certain nombre de jetons qui correspondent aux chiffres indiqués dessous, donc je suis prêt à envoyer 3 apprentis, par exemple couleur jaune, pour faire l'action et aller chercher une carte. Et puis, derrière moi, il y a le joueur vert qui dit, moi je suis prêt à mettre 4 bonhommes, 4 ouvriers, qui sont ici représentés par des petites tuiles, dessus, et donc jusqu'à ce que tout soit posé, et bien évidemment à un moment donné, c'est celui qui a mis le plus à l'enchère qui va être le premier à choisir la carte qu'il va vouloir prendre. L'autre aura plus que 2 choix de cartes, et ainsi de suite. Donc on va retrouver ce système de placement à peu près partout sur le plateau. Voilà. Alors le problème, c'est que les ouvriers, dès qu'ils sont partis au boulot, on les perd. Sauf si, et il y a un endroit, sauf si on en fait des ouvriers spécialisés, qui eux, dans ce cas, vont pouvoir être des jetons qu'on va garder pendant toute la partie, mais qui ne vont pouvoir travailler que sur un des lieux d'enchère ou 2 des lieux d'enchère, par exemple. Donc on va récupérer des événements, on va essayer d'améliorer. Certains vont nous permettre d'améliorer sur le plateau personnel des conditions du dragon, donc on va pouvoir, c'est évolutif sur les petits plateaux individuels, on va avoir des petits pouvoirs qui vont s'améliorer. Mais en contrepartie, le problème, c'est que plus on va dire, pas plus on progresse, mais plus on avance et plus on fait des appairages, puisqu'il va falloir appairer des cartes de dragon avec des cartes de décor, ou des choses comme ça, les mettre dans le monde dans lequel ils se sentent bien. Est-ce que Charlamy a repéré? Ah, bien vu, joli, très très beau. Là. Je suis là pour ça. Hein. Ah, voilà. Eh bien, il y a un petit problème, parce que là, sur la photo, ça ne se voit pas, moi, tu puisses descendre, tout en haut du plateau, je ne sais pas si on a le haut de l'image, on ne l'a pas. Ouais, voilà. Il y a une petite échelle, qui est l'échelle de la flamme des dragons.
Et le truc, c'est que c'est bien de s'occuper de dragons, mais la flamme, c'est dangereux. Hein, ça brûle. Ça brûle. Et donc, mais avec les dragons, s'il n'y a pas de flamme, on aurait été déçus. Voilà, donc plus on avance, et plus on fait avancer notre flamme. Ouais. Et le problème, c'est qu'à la fin du jeu, eh bien, celui dont la flamme est le plus avancée ne va pas marquer de points, alors que les autres joueurs vont marquer un nombre de points qui est proportionnel au nombre de points qui les sépare de la flamme de celui qui est le plus avancé. Donc voilà, avec une petite loi de distribution, donc plus on en est loin, plus on marque 2 points en vérité. Voilà, donc finalement, il faut aller très vite, mais pas trop. Il y a un peu de ça. C'est vraiment, ça marche très 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 bien, c'est très sympathique et voilà, en plus c'est pas très très long à expliquer. Moi je vous lis ce que dit Rachel sur le chat, puisque on se doute que tu vas nous dire que ça marchera très très bien, on ne croit pas forcément, non, mais on ne croit jamais les éditeurs qui viennent ici au chalet. En vrai, c'est rare que les gens soient malhonnêtes dans nos émissions, évidemment ils vous présentent leur jeu et vous expliquent leur qualité, mais souvent ils les ont choisis, donc il y a des raisons à ces choix-là. Oui. Rachel nous dit que c'est un de ses coups de cœur de cette année, de cette fin d'année. Je t'aime Rachel. Et elle travaille plus pour Néoludis, donc c'est plus c'est un avis qui a toujours été libre chez Rachel, on le sait bien, mais quand même malgré tout, je le précise. Hop, on continue de regarder les jeux qui vont arriver. Sanctuary, il est peut-être un peu attendu. On est sorti de chez Mindclash et puis donc on arrive chez Sanctuary. Voilà. Alors. Sanctuary, ça c'est dans l'univers, on va dire, de Ark Nova, avec des mécaniques qui s'en rapprochent également, mais cette fois-ci, plus un empilement de cartes, ce sont des tuiles que l'on retrouve dans Sanctuary, et ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Alors, la crainte, c'est que tout le monde pense qu'il s'agisse uniquement d'un Ark Nova light, et de se dire, bon, finalement, on est fan absolument... d'Ark Nova, en vrai. Voilà, on est très fan d'Ark Nova, quel intérêt Sanctuary ? Donc Sanctuary, oui, ça a un côté plus light, au niveau du matériel. Il y a quand même beaucoup moins de choses à étaler sur la table, ça c'est sûr. Voilà. Mais par contre, tout en reprenant les fondements, c'est vraiment un jeu à part entière. Oui. Voilà, c'est vraiment un jeu à part entière. Donc là, ce que ça a gardé d'Ark Nova, c'est, on le voit en bas du plateau individuel, c'est le fait d'avoir des cartes d'action. Et ces cartes d'action, elles ont aussi, comme dans Ark Nova, un petit numéro au-dessus qui fait que la force de la carte sera plus puissante, plus elle est à droite du choix. Et quand on va l'avoir jouée, elle va redescendre à gauche. Donc ça a gardé cette mécanique. Et le deuxième élément que ça a gardé d'Ark Nova, c'est que c'est bien un zoo à construire. La différence, c'est qu'on ne va pas poser des tuiles sur le plateau qui vont venir d'un enchaînement de cartes, de comment on va faire, mais ce sont les tuiles elles-mêmes qu'on va aller chercher, qu'on va poser directement dans les emplacements. Et donc, une partie de ce qu'on pouvait trouver décrit sur des cartes dans Ark Nova se trouve directement imprimé sur chaque tuile. Voilà. Mais à partir de là, on va se retrouver sur des combinaisons différentes, sur une manière d'assembler différente, sur un jeu donc, qui s'apparente, mais qui n'est vraiment pas du tout le même à ce niveau-là. Et on a une dimension géographique qui vient se rajouter, qui est très importante dans ce jeu-là, puisque forcément, qui dit tuiles, dit adjacence des tuiles les unes par rapport aux autres, des limitations et des organisations dans l'espace qui sont très importantes. Qu'on n'avait pas. Que j'aime bien, moi j'aime bien ce côté tuiles de manière générale. Bien sûr. Alors c'est pas tout à fait les mêmes sensations, il va y avoir un grand jeu là sur cette fin d'année de gens qui nous disent moi j'ai préféré Sanctuary, moi je préfère Ark Nova. Il y a de ça. Je crois que c'est pas les mêmes jeux. Non, pour moi non. Ouais. Non. Et j'ai bien aimé la partie que j'en ai faite. On continue avec Pagan. Il y a une nouvelle extension qui arrive, l'extension Expédition. C'est un jeu qui s'est installé, Pagan. Oui, Pagan, une référence dans les jeux de cartes. Très bien installé. Donc jeu à deux en opposition totalement asymétrique. Totalement. Et donc qui donne lieu en permanence à des nouveaux paquets de cartes, à de nouvelles extensions, à de nouvelles évolutions. Il y a eu une très grosse boîte d'extensions à un moment donné, après il y a eu plein de petites boîtes avec des paquets de cartes où ça permet de refaire un deck complet. Et puis là, on a à nouveau une grosse extension, là, cette fois. On est sur une boîte qui a la même taille que la taille de la boîte Pagan, hein. Voilà, on n'est plus sur une petite, et qui va nous ramener, là aussi, de nouvelles cartes, de nouveaux personnages, donc de nouvelles manières de les faire interagir, de nouveaux pouvoirs. Voilà, ça enrichit énormément le monde de Pagan. Nouvelle boîte donc qui arrive c'est sur cette fin d'année aussi, ça on l'a déjà montré, c'est les chronologiques. C'est sur quand Pagan l'extension, on n'a pas donné les dates. Alors Pagan, normalement c'est mi-novembre. L'extension, qui s'appellera Expédition l'extension. Trickerion,
Ouais, les extensions arcaniques. Ouais. Voilà, donc Trickerion, c'était un monde qui... il n'y avait pas beaucoup de boîtes chez Trickerion. Hein. Il y a quelques boîtes quand même. Mais ouais, voilà, c'est ça, oui, intérêt gauche. Alors, là, on est c'est vraiment... un jeu qui s'est installé et qui est très important pour pas mal de monde, mais en fait, il date un peu, ce jeu. Je ne m'attendais pas à avoir une extension arriver. Oui, Trickerion, c'est maintenant vieux dans le monde du jeu, mais par contre, c'est un des standards, on va dire, des joueurs experts, ça c'est clair. C'est vraiment un des jeux... phare, titre du monde du jeu expert. Et donc, bien évidemment, qui dit un monde de ce genre, riche, eh bien, il y a toujours une demande pour avoir des évolutions, des aménagements, retrouver une nouvelle rejouabilité. Voilà, d'où l'arrivée de cette extension. Nouvelle extension de Trickerion. Mythologie. Alors, là, ça c'est pour l'année prochaine plutôt. Ouais, Mythologie, c'est pour l'année prochaine. Donc on a fini sur la fin d'année 2025, on commence à parler de 2026, et là c'est... Alors c'est quoi là? Je vais regarder le logo, ouais, est-ce qu'on peut le voir en plus gros? Donc ça, donc là, on zoome sur le logo, si l'image s'affiche. Et il y a des petits triangles. Il y a des petits triangles. J'ai retenu que quand il y a des petits triangles, c'est les moins bons jeux, c'est ça? Je sais plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont ceux créés par Super Meeple. Voilà. C'est ça, c'est donc pas une localisation. Là, donc ça, c'est votre prochain gros projet que vous créez vous-même, effectivement, et qui va sortir. Tout à fait. Sur lequel... Alors, c'est Charles Lamire qui a particulièrement travaillé sur celui-là, tu m'as dit. Tout à fait, là, oui, exactement. Là, c'est Charles Lamire qui s'est occupé du développement de celui-là, tout à fait. Mythologie. Donc, Mythologie, c'est une sortie très attendue pour nous. Alors, déjà, ce n'est pas un jeu expert. Oui. C'est un jeu initié. Voilà. Et c'est un jeu initié qui, normalement, devrait, on l'espère, installer une sorte de gamme, avec, là aussi, des extensions à venir. Mythologie, dans la boîte, il y a donc 8 decks de cartes qui appartiennent toutes à des mythologies différentes. Mythologie hindoue, inca, grecque, voilà, ce genre de choses. Et dans le principe du jeu, on va placer au milieu de la table de jeu 4 plateaux qu'on va tirer au sort parmi les 8 et qui vont correspondre à 4 mythologies parmi les 8 avec lesquelles on va jouer une partie. Donc déjà, en prenant le principe de j'ai un paquet de cartes, j'en tire 4 au hasard sur 8, tu n'as jamais un début de partie qui est la même puisque tu joues jamais avec les 4 mêmes paquets de cartes mythologie dans une partie. Ouais. Voilà, on va placer donc ça, et puis chaque joueur devant lui va avoir un petit tableau qu'on va appeler son panthéon, dans lequel il va, c'est un tableau tout simple de 3 lignes horizontales, 3 colonnes verticales, donc 9 cases, tout simplement. Et le but du jeu va être d'arriver à essayer d'aller invoquer, donc chercher des divinités qui vont être proposées sur le plateau central, les apporter, enfin plutôt les amener, c'est des divinités, dans notre panthéon, et à la fin, avoir un positionnement de toutes ces personnalités merveilleuses qui va nous apporter un maximum de points, de victoire. L'intérêt, c'est que chaque dieu, bien évidemment, a son propre coût d'invocation. Il a des gains qui vont être différents selon que je les place sur ma ligne du bas, qu'on appelle le plan abyssal, la ligne centrale qu'on appelle le plan terrestre, ou la ligne en haut qu'on appelle celui du ciel. Et donc les gains seront différents sur chaque carte, on voit selon le niveau où on va la placer qu'on va avoir des gains différents. Et ensuite il va y avoir des effets en dessous de chaque carte, puisque les dieux on les prend pas pour qu'il se passe rien, hein, bien sûr. Certains avec des effets permanents, des effets immédiats, des choses comme ça. Des effets qui peuvent avoir selon les types de mythologie ou de cartes, c'est pour ça qu'il y a des familles, et c'est très documenté. Il y a un glossaire dans la règle qui explique en quoi consiste chacune des mythologies. À partir de là, les auteurs en ont tiré le fait que telle mythologie, ça serait plutôt des cartes qui jouent pour toi, telles cartes sont celles qui vont plutôt contre d'autres, enfin voilà, c'est tout un tête très thématique. Et donc au fur et à mesure que tu vas poser des cartes, eh bien il va se passer des événements qui vont intervenir sur ton propre plateau, qui vont pouvoir intervenir des fois sur le plateau d'un adversaire ou pas, selon la mythologie, et ça va être très compliqué d'arriver à trouver les bonnes cartes dont on a besoin, de pouvoir les placer au bon endroit. Il y a un endroit, tu dis que tu veux le mettre, mais le voisin d'en face a repéré que tu vas vouloir, et lui, il a placé un troll sur la même case de son propre plateau, ça va te créer des ennuis sur ton plateau à toi, sur cette case-là. Voilà, c'est très, comment dire, c'est
très simple de principe, Oui. mais dans la réalité, il va se passer tellement d'événements que, waouh, quand on est humain et qu'on se confronte aux divinités, hein, attention, hein, c'est pas simple, voilà. Et puis, alors, il y a une originalité, c'est qu'il va y avoir dans chaque partie des objectifs communs, Oui. et que ces objectifs communs, ils vont être définis d'une manière qu'on n'avait encore jamais vue dans le monde du jeu de société. Ah, jamais vu. Alors, Ah oui. j'ai hâte là, parce que les trucs que j'ai jamais Absolument. vus. On a toujours un petit intérêt. D'habitude, tu as des paquets de cartes, on se donne des objectifs ou ce genre de choses. Là, c'est pas ça du tout. Sur les plateaux sont tous bifaces, les plateaux de chaque Ouais. mythologie. On Sur se projette, on n'a pas de visuel là, donc on t'écoute. non, voilà. attentivement, Donc mais sur, oui. sur une phase d'un plateau, tu as un début de phrase. Au dos du plateau, tu as une fin de phrase. Et selon comment tu vas prendre au hasard 4 plateaux, la manière dont tu vas les poser, ça va faire un début de phrase qui va rencontrer une fin de phrase. Et ça va donner un objectif que tu vas lire directement sur le plateau. Là, 2 objectifs communs qui seront lisibles par le fait d'avoir associé des plateaux sur une face ou l'autre en les mettant face à face. Donc la manière d'amener les objectifs, elle est vraiment tout à fait nouvelle dans sa façon de créer l'assemblage. Ok, on a cette première présentation de chronologie. Je vous ai pas fait voter depuis le début de l'émission, donc tu m'as vu taper des choses. Oui, là je te pendant- voyais, tu Ouais, tapais. j'ai Je suis écouté il en a très rien à faire de ce que je j'en ai raconte, il complètement à faire. tapote, Je vous ai il pas envoie fait son voter ce courrier en matin. retard. Enfin voilà. Je vous ai pas fait voter ce matin, je vous fais voter maintenant d'un coup. En réalité, vous avez eu plein de présentations de jeux différents et vous allez pouvoir nous indiquer en cliquant sur le lien qui est soit dans la description de la vidéo si vous la regardez en replay, soit qui va s'afficher sur le chat si vous la regardez en live. Parce que j'ai préparé plein de trucs en même temps et j'avais pas pensé, tiens, je suis bête en fait, il faut faire les votes aussi. Hop, vous allez pouvoir nous indiquer les jeux que vous attendez le plus. J'active les différents votes pour Galactic Cruise, pour Dragonnier, Thesaurus, Sanctuary, Sanctuary, Pagan, vous avez peut-être les noms en anglais, Chronologique. j'ai pas changé les Il y a noms. combien d'entreprises? Ah ben non, il n'y en a qu'une seule. C'est vrai que ça fait quand même pas mal de choses. Hein. Ouais, c'est ça. Et bien, pendant que tu fais tous tes petits clics, je précise une chose aussi parce que ça me semble très important. C'est que donc, il y a eu un travail d'illustration absolument de folie pour représenter les divinités dans chaque set de cartes, de chaque mythologie. Et ce travail a été fait extrêmement... Alors là, j'ai un trou, je ne sais plus, à l'instant, Charles Mire va sûrement nous le réécrire, le nom de l'illustrateur, je ne l'ai plus en tête. Un travail très très rigoureux pour que les illustrations correspondent à peu près à la représentation acceptable de chaque divinité, et tout a été donné en supervision à un éminent universitaire en mythologie qui a validé tous les graphismes, se disant et acceptant que les représentations sur nos cartes étaient fidèles à une représentation acceptable de chaque divinité selon le respect de chaque mythologie. Ouais, chez Super Meeple, on a un petit souci du détail, hein, toujours. C'est important. Mais non, mais en même temps, les thèmes sont tellement importants pour les jeux que ce regard-là nous paraît essentiel également. Donc voilà, vous avez la possibilité de voter. Je montre à quoi ça ressemble pour ceux qui ne regarderaient pour la première fois. On reviendra de moins en moins souvent dessus, mais quand même, on a envie de bien vous expliquer le fonctionnement de tout ça. Hop, je prends mon clavier, je vous le montre. Vous allez pouvoir voter. Ça me permet de vous dire, parce que j'en ai pas encore parlé là ce matin, ça me permet de vous dire qu'on va faire le tirage au sort, mais plutôt comme on a plusieurs lives qui ont lieu, on vous laisse encore la journée pour pouvoir participer à tout ça, acheter des tickets si vous en avez. D'ailleurs, petit message, c'est pas du tout ça que je dois. Petit message d'ailleurs, vous avez peut-être vu que dans la boutique on s'est amusé à tester, on est en phase de test des options de soutien où les gens pourront participer directement avec notre outil. J'arrive plus à retrouver mon truc de nuit, je parle en même temps et hop, voilà, c'est ça que je veux vous montrer. Donc vous avez peut-être vu des options qui sont en phase de test aujourd'hui, c'est pour voir si ça fonctionne et qui seront rodées un petit peu plus tard, mais on est en train de tester toute cette application-là. Les gens vont pouvoir indiquer... Le vaccin que tu nous as inoculé ce matin, c'était un test aussi, oui, là, c'est ça, d'accord. Okay. Les gens vont pouvoir nous indiquer s'ils attendent plus ou moins les jeux qui sont présentés, par exemple, tu vois, les petites extensions, Thesaurus, ça, je l'attends avec beaucoup d'impatience, donc ils vont mettre 90%, ou alors non, c'est nul. Ils peuvent mettre 130%. Puis c'est anonyme, en fait, on ne sait pas qui vote exactement. Bah oui, non, voilà. Donc c'est juste, ça donne quelques petites infos, donc donnez vos indications, ça vous permet de gagner des points. Et ce soir, on va faire le tirage au sort. On le fera dans l'émission qu'on fait avec Jube et Jérôme. On le fera en fin de journée pour vous faire gagner. Cette semaine, on vous fait gagner des boîtes d'Heredity qui sont offertes par Darukat. Un grand merci à eux de soutenir la chaîne en organisant tout ça. Donc vous avez encore le temps de participer à ça. Vous pouvez voter
nous indiquer vos jeux préférés et puis gagner des tickets de tombola. Voilà pour ce système. On arrive tranquillement sur la fin de cette émission. Alors, il y a quand même une petite précision. Une petite précision. Si, parce qu'il y a quand même Wondrous Creature qui fonctionne très très bien chez Super Meeple. Oui. Et donc, le milieu de l'année prochaine, on va avoir une belle extension pour Wondrous Creature qui va s'appeler Winterfall. Voilà, et qui va faire intervenir le mauvais temps, le blizzard, des choses comme ça, et qui va chambouler des habitudes de jeu. Voilà, donc ça c'est pas rien. Et puis je tiens quand même à dire 2-3 mots d'un jeu sur lequel on travaille depuis 2-3 ans en développement. Sur lequel, donc là, un pur développement à nouveau Super Meeple, qui sera donc c'est Blockbusters. Alors voilà, ça c'est l'annonce supplémentaire. Alors, on n'a pas de visuel du tout pour l'instant parce que c'est trop tôt, mais ça c'est une prochaine création de Super Meeple. C'est ça. Alors, qui est prévu donc. Alors, Blockbuster, il est prévu trimestre 4 l'année prochaine. Trimestre 4, donc c'est ça. Voilà, vous savez, ça c'est les dates, on est un peu loin encore, on n'est pas sûr exactement. Mais fallait pas en parler, nous dit Charles Lamire. C'est pas grave, moi ça ne me gêne pas du tout. Voilà. Non, mais t'as le droit. Hein, oui, c'est pour ça, voilà. Et donc Blockbusters, c'est quand même le prochain gros bébé de la boîte, qui va apporter une petite nouveauté, puisqu'il arrive avec une mécanique encore jamais utilisée dans le monde du jeu de société. Voilà. C'est quoi? Alors, une mécanique jamais utilisée. Il faut pas le dire peut-être du coup, parce que si les gens vont la copier juste avant et ça va partir, ça va sortir. Voilà. Mais en tout cas, il est question en tout cas de programmation en 3D. Programmation en 3D. Voilà, je dis ça. Ça me vaut que rien. Non, voilà. Comme ça, au moins, tu ne pourras pas copier grand-chose pour l'instant avec ça. Parce que moi, je copie. Hein. Voilà. C'est ça. Tiens, t'as écrit Cédric comme Patrick. Alors, voilà. Il y a une lettre en trop. Oui. Voilà. Non, mais c'est parce que je vois pas le texte, mais c'est parce qu'il doit savoir que t'es un cas. Ça doit être ça, non? C'est ça, voilà. Tac. Voilà, et puis donc... Les projets sont nombreux et voilà. Oui, très grosse année l'année 2025. Ça a l'air d'être une grosse année aussi l'année 2026. J'ai envie, de découvrir moi ce Blockbuster. Alors j'ai un peu de retard parce que j'ai pas encore joué à tout. J'ai joué à Sanctuary. C'est déjà pas mal. Il y a des gens qui l'ont vu puisque ça fait. On a fait tourner les protos à Cannes, on l'a fait tourner à PEL avec les auteurs, voilà. Et donc justement, on est en train de continuer d'affiner le jeu, d'améliorer encore des éléments. Mais c'est donc un jeu qui nous tient énormément à cœur. Voilà. Comme quasiment tous les protos que nous prenons, c'est des coups de cœur. Oui, j'ai vu passer le message sur le chat de quelqu'un qui nous disait... je m'attends pas à ce qu'un éditeur dise du mal de ses propres jeux. Bah oui, mais en même temps, c'est logique. Il y a tellement de cœur qui est mis. Il faut savoir que sur les jeux que vous développez, vous faites tous les choix d'illustration, les discussions de mécanique. Vous choisissez le jeu, évidemment. Vous le développez. Donc, c'est normal qu'un éditeur y croit à fond. Et souvent, du temps où j'étais jury de l'As d'Or, je disais aux éditeurs qui venaient me voir en disant on accepte, c'est normal que ce soit pas nous qui avons gagné. Ou il y a plein de gens qui sont très beaux joueurs et qui acceptent ça. Et je leur répondais souvent en vrai. Vous avez le droit d'être triste, d'être choqué, de penser que c'est vous qui méritiez, parce que j'attends ça, moi, de quelqu'un qui développe quelque chose. Oui. C'est la particularité peut-être encore de cette profession, c'est-à-dire que je ne suis pas certain que si on était fabricant de machines à laver, on serait très 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 fier du dernier modèle qui a le petit bouton de plus que le précédent, je ne sais pas. Je n'achèterais pas de machine à laver chez vous. Voilà, mais par contre, c'est vrai que le monde du jeu de société, c'est vraiment du coup de cœur, c'est de l'entrain, c'est de l'envie. Voilà. Bon. D'ailleurs, j'en profite pour ceux qui voudraient en savoir un petit peu plus justement sur comment on peut choisir un jeu, qu'est-ce qui le motive ou pas. Vient d'être mis en ligne hier le super podcast d'Olivier qui s'appelle Le Troisième Homme, où on parle de moi, parce que c'est la première fois que je suis dans le super podcast et on parle de ce qu'il y a. Voilà, les envies, pourquoi on est arrivé à l'entreprise et tout ça. Et dedans, il y a des questions sur comment on choisit un proto, qu'est-ce qui motive ou pas. Donc voilà, il y aura plein de réponses pour ceux qui veulent aller écouter Super Podcast. Voilà, on arrive sur la fin de cette émission, on va passer à la minute culturelle. Je vous remonte le site sur lequel vous pouvez voter, évidemment, auquel vous avez accès, et vous avez la possibilité, en passant par la boutique, c'est ce que je vous disais. On a fait des petites icônes en plus, là on est en train de tester, on verra si on maintient ça comme ça. La possibilité de soutenir la chaîne directement, ça sera pour
non pas remplacer le Tipeee parce qu'on ne va pas le fermer, mais rapatrier aussi plus de gestion. C'est difficile sur Tipeee de savoir qui est abonné, comment ça fonctionne. Nous, si on peut le faire directement sur notre site, ça nous arrangera par la suite pour ceux qui veulent soutenir simplement la chaîne, faire un don. Les tickets de tombola, on pourra en acheter. Je ne sais plus s'il y a un ticket de tombola Charles Lamire, je ne sais plus si on en a fait un, mais on va regarder, j'en achète un. Hop, c'est avec les patates que vous avez gratuitement en participant à nos votes. Je clique sur gratter, on va regarder qu'est-ce qui va me soutenir pour le tirage au sort de ce soir. Attention, on découvre, ça intéresse, qui sera mon soutien pour ce soir avec ce ticket 555. Pour l'instant, on en a moitié moins que la semaine dernière de tickets, c'est normal. Vous en avez tout dépensé d'un coup la semaine dernière, il y en avait énormément, et ça faisait beaucoup. J'aurais un peu plus, j'aurais 3 chances, parce que j'ai 3 tickets qui sont actifs, sur 555 de remporter le jeu ce soir. J'espère que je vais le gagner. ça serait bizarre, on retirera si on mais voilà, c'est pas grave. On te revoit au chalet l'année prochaine, Cédric, pour un jeu ? Est-ce qu'il y a des choses qui vont nous avoir l'occasion, peut-être bien une 3 tout simplement, peut-être qu'à un moment on fera la fête ou je sais pas quoi. Peut-être, ouais. Non, mais c'est ma façon de te demander s'il y a des sorties qui sont prévues dont on n'aurait pas parlé. Bon, on l'a évoqué tout à l'heure, en principe en 2026, ouais. Donc il y a effectivement bien une 3, et puis il y a un jeu qui est signé chez Studio H. C'est Studio H. Ouais. C'est sûr qu'il sortira en 2026 ? Pour l'instant, c'est bien parti. Ok, cool, super. Et on fait des vidéos avec Studio H, donc ça sera une bonne occasion de te recevoir de nouveau également au chalet. On vient à notre minute culturelle. Vous aviez la possibilité de réfléchir. Alors je vais les découvrir en même temps parce que je les ai vus, les fiches. Vous avez discuté de ça avec Aline, mais moi, je ne vous ai pas écouté nous en parler. Qu'est-ce que vous nous conseillez en dehors du jeu de société ? On va commencer par Bernard. Tiens, t'as pas beaucoup entendu ce matin. Tu nous conseilles une nouveauté. Oui, un petit truc tout récent qui vient de sortir, voilà, au niveau culturel. Eh bien, je conseille ce qui est mon livre de chevet depuis, je ne vais pas dire depuis combien de temps, parce que sinon on va comprendre à quel point je suis un des vieux du monde du jeu. Voilà, tout simplement les Contemplations de Victor Hugo. Ah. Voilà. Alors, il faut savoir que en dehors de... On a des vieux trucs. Moi, en livre de chevet, j'ai le recueil de poèmes de... c'est le mec qui connaît bien son livre de chevet. Hein. Non, c'est Pompidou. Georges Pompidou a fait un recueil de poèmes. Il est président de la République, mais il a publié un recueil. Et c'était un passionné de littérature. Sauf que il est sur ta table ou tu t'en sers pour caler le dernier pied qui est bancal. Je sais pas si c'est dans le coin, mais il n'est pas très loin. Voilà. Et donc... en dehors du monde du jeu, j'ai d'autres passions. J'ai le chant et j'ai la poésie. Voilà. Ouais. Et la poésie, eh bien, je l'ai rencontrée alors que j'étais élève en CM1 avec un maître d'école qui un jour nous dit un poème de Victor Hugo en classe. Le poème s'appelait « Elle avait pris ce pli ». Ça commence par « Elle avait pris ce pli dans son âge enfantin de venir dans ma chambre un peu chaque matin. Je l'attendais, ainsi qu'un rayon qu'on espère. Elle entrait et disait « Bonjour, mon petit père », prenait ma plume, dérangeait mes papiers, et riait. Puis soudain s'en allait, comme un oiseau qui passe, et ainsi de suite. Et donc il décrit, Victor Hugo, un poème où il parle de sa fille. De sa fille, oui. Mais sauf que les Contemplations, pour ceux qui connaissent, c'est écrit des années plus tard. Sa fille est morte, elle s'est noyée dans la Seine, à Villequier, avec son fiancé. Et lui, il ne peut plus revenir sur la tombe parce qu'il est en exil, enfin voilà, il est très très loin. Et donc il écrit régulièrement des poèmes à la mémoire de sa fille morte dont il ne s'est jamais consolé. Donc ça ne constitue pas toutes les contemplations, c'est une des parties des contemplations, parce qu'il y a plein d'autres thèmes abordés dans les contemplations. Et donc c'est ce poème-là qu'on nous lit. Et là, l'enfant de 10 ans que je suis reçoit ça, et c'est le choc émotionnel absolu, total, tant sur le fond que sur la forme. D'abord, je me rends compte qu'on peut écrire des choses aussi fortes, puisqu'il il nous évoque le temps où elle est vivante, et puis il finit par dire qu'elle est morte. Hélas. Et là, puis il nous explique, je n'étais jamais gai quand je la sentais triste, j'étais morne au milieu du bal le plus joyeux, si j'avais en partant vu quelque ombre en ses yeux. Et là, je me rends compte donc qu'on peut écrire des sentiments très 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 forts. Or moi à cette époque-là, je connais déjà des décès de personnes de ma famille, des choses. Ça, une révélation sur la manière de dire ses sentiments, son amour. Oui. Voilà. Et puis sur la forme, je découvre l'alexandrin, je découvre le principe, la césure, tout ça, les mystiches. Et c'est la révélation.
Et donc je ne sais pas qui est Victor Hugo, je n'ai encore aucune idée de la grandeur de l'auteur que ça peut être. Et le soir, je rentre chez moi et je dis à mes parents, j'ai découvert une poésie aujourd'hui. C'est un monsieur qui s'appelle Victor Hugo qui l'a écrite. Tu peux mâcher son prochain livre. Voilà, et je leur dis, plus tard, je veux écrire comme ce monsieur. Voilà. Et alors donc je n'ai absolument pas la prétention d'écrire comme lui, mais pour autant depuis j'ai écrit beaucoup de poèmes. Je m'occupe d'une association de poètes à Paris avec des ateliers d'écriture où c'est ouvert. Et donc depuis cette époque-là, Les Contemplations a toujours été mon livre de chevet et un petit fascicule, un petit recueil a toujours été dans tous mes déplacements en voyage. Voilà, Les Contemplations, c'est pour moi le summum de la manière de dire les choses. Oui, avec une élégance et c'est un écrivain laborieux aussi, Victor Hugo, qui a ce côté, qui travaille énormément ses textes, qui les réfléchit, qui les met en avant comparativement à des écrivains qui sont peut-être plus immédiats, comme pouvait l'être peut-être Rimbaud ou d'autres. Et c'est vrai que la poésie, elle a une image qui est un peu vieillotte aujourd'hui. On a l'impression, quand on en parle, qu'on est vieux jeu ou qu'on passe à côté des choses. J'ai toujours envie de rappeler quand même le fait que la poésie, c'est l'art de transmettre une pensée, mais non pas par la précision scientifique des choses, quand on essaie d'être très précis sur ce qu'on ressent exactement, mais par l'image et l'émotion. C'est juste ça, et ça peut passer par plein de choses différentes. Et puis alors, je ne sais pas, mais enfin, j'ai l'impression que dans le monde que nous vivons actuellement, eh bien, la poésie est plus que nécessaire. Ouais, et on n'en parle pas suffisamment. Voilà. Je te dis, moi aussi, mon livre de chevet, c'est un recueil de poèmes avec pas mal de choses à l'intérieur. Cette sélection, si vous cherchez, je ne sais pas si c'est disponible, sans doute, que ça l'est toujours, cette sélection de poésie qui est une belle entrée, parce qu'il y a plein de choses. Il y a évidemment des extraits des Contemplations, mais il y a beaucoup d'autres poèmes à l'intérieur, qui est celle qu'avait fait Georges Pompidou, qui était un homme de lettres aussi, complètement indépendamment de sa politique. C'était quelqu'un qui se passionnait par ça, c'était sa vie. Mais il y en a plusieurs chez des politiciens. Edgar Faure a écrit de très belle poésie. Léopold Sédar Senghor. Voilà, mais je parle de choses que, donc, à mon avis, la jeune génération des joueurs ne sait même pas forcément de qui je parle, quoi. Voilà, mais c'est ça. Ouais. Voilà, c'est un conseil inattendu et du coup très agréable. Cédric, quel est ton conseil ? Tu vas baisser le niveau ? Ah oui. Complètement là. Pas du tout. De toute façon, j'avais aucune chance. Au contraire, je trouve que c'est bien de replacer la poésie à des niveaux accessibles. Parce qu'on a l'impression que c'est prétentieux. C'est ça qui me déplaît en fait. En réalité, c'est pas forcément prétentieux. Ce que tu as osé faire ce matin avec élégance, c'est nous parler d'un poème directement, le lire, le réciter. J'oserais pas le faire, moi. J'oserais pas le faire souvent parce que tu as toujours cette impression de je vais me mettre en avant. Mais je précise à quel point il y a une notion de valeur et d'émotion, c'est-à-dire que le maître d'école en question, j'ai gardé du lien pendant toute la vie avec lui. Et d'ailleurs, je suis devenu maître d'école par la suite. C'était mon métier, comme toi, comme Aline. Voilà. Il y a 42 ans d'éducation nationale derrière moi. Mais, et ça me semblait la moindre des choses. Le jour des obsèques de mon maître d'école, j'ai dit ce poème sur la tombe. Voilà, on venait de boucler. Oui, c'est important, et pouvoir se réciter des poèmes. Si vous ne le faites pas, en fait, en choisir un, prends un recueil, choisir un poème qu'on dit celui-là il me plaît bien. Ok, maintenant je vais l'apprendre par cœur, c'est l'étape du dessus, et je vais me le réciter parce que les mots n'ont plus le même sens quand ils sont faits pour être lus. Un poème, ça doit être lu à haute voix, ça ne doit pas juste se lire dans sa tête. Il faut dire les mots, il faut les prononcer, et il faut le faire vivre vraiment. Pouvoir l'expliquer aux autres, souvent on n'ose pas parce qu'on a l'impression d'être dans une posture un peu prétentieuse, mais l'expliquer en insistant sur les mots, comme le fait de manière caricaturale certains acteurs à la télé comme Lucchini par exemple. Exactement, Lucchini le fait de manière caricaturale, on trouve ça ridicule, mais en fait le fait de clamer, de déclamer, ça donne de la vie. Mais bien sûr. Et tentez-le, en fait, ça vaut le coup de le faire parce qu'on voit les choses différemment. Et le mettre au même niveau qu'un jeu de société, je trouve ça super en réalité parce que c'est au même niveau, c'est un art populaire. Cédric, c'est à toi. Ouais, alors moi je respecte pas complètement la règle, mais il y a un jeu dont je. Oui, parce que la question c'est que si tu respectes pas la règle du jeu, c'est mal parti pour un auteur. J'ai eu des indications contradictoires hier soir. N'est-ce pas, Cédric, si tu respectes pas la règle du jeu pour un auteur, c'est mal parti là. Et donc, moi je voulais vous parler brièvement de Noblemen, qui est un jeu de 2012 de Dwight Sullivan, et qui n'a pas été publié en France, et pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Je trouve que c'est un jeu qui n'a pas eu le succès qu'il méritait. En plus, il y a un matériel qui, pour l'époque, était assez impressionnant. Avec un matériel de qualité. Donc voilà, c'est vraiment un jeu avec une mécanique innovante au centre, un matériel très agréable, un petit volet de construction de tableaux avec des tuiles,
Et vraiment un super jeu. Donc si vous avez l'occasion d'y jouer, par exemple en passant au chalet, puisque j'ai vu que tu l'avais. Je l'ai, bien sûr, évidemment. Attends, en haut. On est au chalet ici. Est-ce que ce serait une manière déguisée de dire à Super Meeple, regardez, on sait jamais. Alors j'ai déjà glissé l'idée quelques fois, mais ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris, d'accord. Bon, okay. Voilà. Faudra que je fasse jouer, si jamais je rencontre des gens de Super Meeple. Oui, si jamais ton côtoie, c'est ça. Il faut qu'on soit efficace ce matin pour que vous gardiez du temps. Voilà. Et puis, il se trouve que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le jeu de société moderne, je l'ai découvert en 2009, mais c'est ma troisième passion, après l'automobile et puis l'informatique. Et donc, je vais vous parler un petit peu automobile, puisqu'il se trouve que j'ai récemment découvert par hasard une chaîne YouTube où j'ai consommé les vidéos un peu en boucle. Alors, il s'avère que c'est une émission de télé, donc, qui existe depuis 10 ans. Moi, je l'ai pas. On a supprimé la télé à la maison il y a une vingtaine d'années, donc j'ai pas suivi cette émission. Je suis tombé par hasard sur la chaîne YouTube. Et en fait, c'est une chaîne où chaque épisode, donc c'est une série, à chaque épisode, il présente la restauration d'un véhicule. Alors avec des choix de véhicules très éclectiques, ça va des voiturettes de la fin du 19e siècle jusqu'à des véhicules des années 80, des véhicules très populaires, des véhicules prestigieux. Et du coup, moi j'ai beaucoup aimé regarder ça en tant que passionné d'automobile, parce qu'à chaque fois c'est l'occasion d'évoquer l'histoire des marques, l'histoire des modèles, d'aussi de faire de la vulgarisation sur les aspects mécaniques. Donc j'ai bien apprécié cette émission, voilà. Donc, c'est dispo sur YouTube. On a des conseils très variés ce matin entre la poésie, les jeux et c'est bizarre parce que vraiment s'intéresser aux voitures, pour toi, je vois pas le rapport du tout. Non. C'est la fin de cette émission. On va faire une petite pause. La vidéo a 12 ans, nous dit Johan. J'ai fait une vidéo d'explication de jeu sur Nobleman. C'est la vidéo à 12 ans. Effectivement. Oui, on avait déjà parlé. Je me demande si j'ai pas acheté le jeu à la suite de conseils de Johan. C'est tout à fait possible également. C'est parce que c'est un jeu qui était. À l'époque, on achetait tout. Tous les jeux un peu experts qui sortaient, il y en avait moins aussi. Donc on avait cette possibilité-là. Je m'en souviens plus, moi. Je t'avoue que là, quand tu l'as sorti, je me suis dit, oui, j'ai un bon souvenir, mais je sais plus ce que c'est. Plus du tout. J'y connais rien en voiture, mais j'adore ces émissions sur RMC Découverte, nous dit Loulou 4087. Moi, j'y connais rien du tout en voiture aussi. Moi non plus. C'est pas du tout mon domaine. Je n'ai même pas de permis de conduire. C'est vrai ? Voilà, donc. Ah là là. Mais... Voilà, c'est la fin de cette émission. Alors, on va faire une petite pause. On va se retrouver, je sais pas, d'ici une demi-heure, le temps d'installer le jeu, de se préparer et tout ça. Et on sera en live. On va faire la partie en live de Thésaurus. Et après, on la reversera un petit peu plus tard parce qu'il sort le 10 finalement. Le 10, alors oui, il était annoncé 3 Je pensais que c'était le 3, c'est pour ça que j'avais prévu. Il était annoncé 3 octobre et on vient d'apprendre hier soir qu'il y a un retard à la sortie du bateau. Voilà, ils ont pris du retard. Ils sont partis faire une chasse au trésor. Je pense, il y a un truc comme ça. Voilà, ils n'étaient pas pressés de débarrasser, de descendre les caisses et donc finalement ça va entraîner un petit décalage d'une semaine. Donc il sera le 10 octobre dans les boutiques. Donc ça laisse un petit peu de temps pour moi pour faire justement parce que sur cette version qu'on rediffuse après sur YouTube, on aime bien que ça soit très propre et notamment les règles, avoir toutes les indications nécessaires. Ça me laisse un petit peu plus de temps pour le terminer, mais on va quand même l'enregistrer en live. Vous pouvez regarder ou vous pouvez attendre la rediffusion tout simplement. Mais c'est pour ceux que ça amuse, on sera en ligne d'ici quelques minutes. Merci beaucoup à vous deux. Merci à toi, Martin. Merci, ravi pour cette première venue au chalet. Et pas la dernière. Ah non, sûrement pas la dernière. Non. Et je vous donne le programme de la semaine prochaine quand même, puisque souvent le vendredi on termine les lives en vous disant ceux qui seront présents au chalet la semaine prochaine. Bon, compte que je ne l'ai pas en tête. Nous serons lundi, on fera les sorties avec Aline. Donc ça sera pour ce lundi, si je ne me trompe pas. Oui, oh là, joli programme. Mardi, on sera avec Johan. On va se faire une petite émission de culture ludique. Mercredi, c'est le jour d'arrivée de Rachel, mercredi, donc on verra ce qu'on fait exactement, mais le live sera avec Pénélope. Ce sera notre live qui est décalé, celui du jeudi, il est décalé au mercredi. Vous aurez peut-être une incursion de Rachel, j'en sais rien, on ne sait pas encore, on n'a pas décidé exactement. Jeudi, nous serons avec Olibrius pour parler de la version bande dessinée de leur jeu dans lequel on joue avec des livres qui s'appelait...
En tout cas, c'est la version bande dessinée. Je regarde sur le chat puisque les gens me glissent des informations très rapidement en général. Alors, Comic Strip, c'est la version BD, effectivement, c'est celle qui sort. Et c'était... Ah zut, le nom d'origine du jeu, rappelez-le-moi. Alors, j'ai surtout oublié. J'ai surtout ça en live. C'est en live, quand je cherche un nom, je ne trouve plus. L'écran se ferme, donc c'est impossible de retrouver. Alors qu'en dehors, c'est beaucoup plus simple. Et enfin, on terminera vendredi avec Fred Henry qui sera présent pour Contrées oubliées. Nouvelle contrée. Bah oui, nouvelle contrée. Pour parler de The Line, qui est déjà sorti d'ailleurs. Donc on aura Fred Henry au chalet vendredi. Voilà pour le programme de cette semaine. Très riche, passionnant encore. La semaine prochaine, ce sera moins gros jeu, mais ça sera pas moins passionnant. Bonne semaine à tous, pour ceux qui arrêteraient de regarder l'émission là, et puis pour ceux qui nous accompagnent. On fait du T0 juste après. On fait une petite pause et on se retrouve très vite. Bye bye. À bientôt. Ciao.